On est passé à 28 minutes de la faillite, tu vois, en 2018. 2018, je précise, 2020, c'est l'apothéose. Chaque fois, si tu veux, c'était de l'expansion, parce que nous, on s'est fixé le monde d'emblée. On voulait des médecins dans le monde entier. On s'est fixé des chiffres comme ça, 1 million de médecins. Avant d'entrer sur le ring, il dit, à la caméra, il dit... Jamais, moi vivant, il y a un mec en juste au corps qui va me coucher. Là, on s'est associé avec une boîte récemment. Et par rapport à ce qu'on fait avec l'agence, on s'est beaucoup plus élargi dans les conseils qu'on a donnés par rapport à juste le service qu'on a donné. Et mon grand-père, si on l'a mis devant une caméra, il aurait eu 1 million de followers sur YouTube. Tu vois, c'est pas possible, des gars comme ça. Chaque entreprise, elle opère de façon cloisonnée. C'est-à-dire qu'elle vit dans son écosystème avec ses départements, son organigramme, et donc des gens viennent leur vendre dans chaque département. Et toi, quand tu commences à avoir une vue d'ensemble, en fait, tu te donnes les moyens de rentrer avec le gros sac, tu vois, de remplir le gros sac de Enterprise. Sinon, tu te mets à la queue leu derrière tous les autres vendors. Et à un moment donné, tu es identifié comme, tiens, quelqu'un qui apporte de la valeur transversale. Et le transversal, ça résout pas mal de problèmes pour une boîte déjà. Tu vois, d'harmoniser, de faire travailler les gens ensemble, de créer de la valeur ensemble. Et comme tu dis tout à l'heure, moi j'ai bougé à Paris, je suis Marseillais de base, j'ai bougé à Paris et j'avais pas de quoi payer le loyer, j'ai bougé. Je mentais à mes parents et tout, j'ai dit oui, j'ai de quoi payer, tout ça, tranquille. et j'ai bougé et j'avais la boule au ventre, je me suis dit si je me mets pas un coup de pression, j'allais pas être motivé pour faire plus. It's easy to give up. What's hard is going, I'm going to do the same thing again today, but I'm going to try to go harder. I've lost so many fights in the gym, you know, I lose all the time. Since when has it become not cool to try? Fucking loser. I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Du coup, on est sur Combustible, le podcast où on parle d'entrepreneuriat et plutôt d'échecs. Et on est toujours avec Ilias et avec Stéphane. C'est l'échec, c'est le mot-clé qui t'a fait la relation. Tu m'as appelé, tu as dit nous, c'est l'échec et tu m'as trouvé directement en hashtag. J'ai la personne qui a le plus d'échecs dans mon répertoire. Du coup, si je te présente rapidement, tu me dis si je dis des bêtises. Hein. Mais en gros, tu as une grosse carrière avec pas mal de choses quand même. Tu as fait pas mal de choses dans ta vie. Tu es Marseillais de base, c'est important de le rappeler. J'ai étudié à Marseille. Ah, t'es pas Marseillais ? Je suis pas Marseillais de base, je suis Paris-Nord. Oui, ça s'entend à l'accent de toute façon. Mais j'ai étudié 3 ans à Marseille. Ok, bon, c'est déjà ça. Quasiment Marseillais. À l'époque, qui ne saute pas n'est pas Marseillais, tu vois. Je sautais, moi. Ok, mais tu suis l'OM ? Oui. Bon, ça va. Du coup, à jamais les premiers, c'est ça ? Oui. T'es passionné par les sports de combat et la musique. Ouais. Et en 99, tu pars en sac à dos à Londres pour monter une boîte dans la médecine où tu vas fonder une plateforme avec 2 autres associés pour mettre en relation les médecins. Et vous arrivez avec plus d'1 million de médecins inscrits. En bout de course, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et après, tu continues ta carrière dans la santé digitale. Mm-hmm. Tu as une grosse carrière de 25 ans dans ça. Et à côté, tu as plusieurs projets, dont, par exemple, dans le marketing des pubs pour LVMH ou alors de l'investissement dans le sport, dans la santé, dans l'économie, etc. Ouais. C'est bon ? C'est ça. C'est à chaque fois un renouvellement. Pour relier tous les sujets que tu as abordés, c'est me sentir dans la peau d'une ceinture blanche à chaque virage. Tu vois, j'ai démarré dans la santé, je venais pas de la santé. J'ai commencé dans le digital, j'étais pas dans du digital. Donc en fait, il y a cette espèce de plaisir à démarrer de zéro, à te sentir inconfortable, mais à avoir la conviction que si tu show up tous les jours, il y a un peu de Jean-Claude Van Damme, hein, parce que moi je suis parti à 19 ans à Londres, sac au dos, et c'est là que j'ai fait mes classes au niveau du business, et j'ai jamais arrêté de travailler avec les Anglais. Donc Jean-Claude Van Damme, il a fait ça ? Possible. Jean-Claude Van Damme, il met des mots anglais dans ses phrases. Oui, ça oui. Ça, oui. Donc il va y en avoir. Mais de show up et de se lancer des nouveaux défis et ne jamais douter parce que tu t'es relevé, ça a été le fil conducteur de tous ces trucs qui ont l'air pas du tout reliés les uns aux autres en fait. Ok. Pourtant, la plateforme de médecine et les 25 ans dans santé digitale, ça a quand même relié. C'est une très bonne question. En fait, vu photo satellite, tu as l'impression que c'est un projet. Ouais. Quand tu es entrepreneur, et c'est vrai que c'est une histoire qui peut se reproduire avec votre génération, des projets longs. Mais nous, on a eu si tu veux, le privilège. Chaque année, c'était un défi. Pourquoi ? Parce que globaliser une boîte en l'an 2000, c'était pas comme la globaliser 25 ans plus tard. Moi, j'ai ouvert des bureaux en Chine, au Brésil, au Mexique, à la frontière de la Corée du Nord. Il n'y avait pas de smartphone. Tu partais en expédition. Tu vois, c'était pas Magellan, mais pas loin. Oui. Donc, 25 ans, mais 25 ans où tu fais tout à la dure, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça a été 25 startups, en fait, pour moi. Chaque année, c'était un cycle nouveau, avec des défis nouveaux, des horizons nouveaux, des clients nouveaux, un produit nouveau. Mais c'était avec la même boîte ou non ? C'était avec les mêmes associés. Les mêmes associés. Et à chaque fois, si tu veux, c'était de l'expansion, parce que nous, on s'est fixé le monde
d'emblée. On voulait des médecins dans le monde entier. On s'est fixé des chiffres comme ça, 1 million de médecins. Tu vois, en France... Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas tout à fait compris. Bah, si tu veux, on était en train d'être à court d'argent avec ces gens-là qui étaient mes colocs à Londres. Voilà. Non, des colocs aussi. On travaillait dans des call centers, on faisait des petits boulots, etc. Et puis à un moment donné, on a cherché, on a dit quel est le secteur qui paye le mieux. Des fois, c'est la question la plus simple qui est la plus évidente. Et c'était la santé. Et en fait, la santé, depuis, tu peux regarder dans tous les rapports annuels, c'est le secteur d'activité où il y a les profits les plus élevés. C'est à peu près 20% de net profit. Tu vois. Et donc, on cherchait un truc qui ne nécessitait pas une échelle énorme au début, mais par contre qui très vite te générait du cash flow, des bonnes marges, et où il y avait un premium. Et où il y avait une barrière à l'entrée aussi. Parce que la santé, souvent, fait peur. Ouais. Tu vois. Et il fallait être complètement déraisonnable comme on l'était, et fou, pour rentrer à 3. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils ont le playbook, ils savent comment monter une boîte. Oui. Tu amènes un peu de domaine expertise, tu as un profil, tu as un pédigré, tu as ceci. Ça. Nous, on avait exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de nous qui connaissions ce secteur. Et on est rentré là-dedans. On a commencé par, si tu veux, c'était le début du digital. Il y avait des tas de fils qu'il y a ici qui n'existaient même pas à l'époque. Et les débuts du digital, ça veut dire que tout ce qui se faisait dans l'interaction entre l'industrie et les médecins, c'était du face-à-face. Ok. Ouais. Nous, on arrive, on était génies, on dit non, il y a des emails, il faut envoyer les trucs de façon digitale. C'était révolutionnaire à l'époque. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Et on se retrouve avec 10 000 médecins, 50 000 médecins, 100 000 médecins dans une base de données. Okay. Pendant une décennie, on a transformé l'industrie pharma, on leur a fait faire du digital quand ils n'en faisaient pas du tout, pour leurs interactions avec les médecins. Et arrivé à 2011, quand Zuckerberg crée Facebook, ben nous, on a connecté les médecins les uns avec les autres. Et on a créé le premier réseau social de médecins au monde. Et là, on est arrivé de 500 000, on est passé à 1 million de médecins. On a créé un écosystème fermé que pour les médecins, qui leur permet de consommer de l'information médicale scientifique, mais aussi résoudre des cas patients, toi, moi, à huis clos, entre médecins. Pas sur X, pas sur Instagram, pas sur, tu vois, sur un réseau sécurisé. C'est encore aujourd'hui utilisé mais c'est plus que jamais. En fait, l'âge d'or de ce projet, c'est là où il faut... Enfin, nous, on a appris la patience. C'est-à-dire qu'on a monétisé, on a été profitable. On a bootstrappé pendant 10 ans, tu vois, avant de lever le moindre truc. On a levé 25 millions en 2010, juste avant de monter le réseau social. Et de 2020 à 2022, on a connu notre apogée. Parce que le Covid, c'est-à-dire une maladie qui était inconnue, où les médecins se sont précipités dans notre plateforme pour échanger de l'information en temps réel. Et on a atteint 1 million d'utilisateurs actifs. Et là, ça a été vraiment l'apogée de la boîte, qui continue d'ailleurs. Moi, j'en suis sorti. Parce que quand tu fais en 2 ans, 10 ans de revenus et de rampe, tu as besoin de prendre l'air un petit peu. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. C'est intensif. C'est très intensif. Et en même temps, c'était un accident de parcours au début qui s'est transformé en une vocation, une mission. Parce que quand tu découvres le vrai désert médical, la médecine à 2 vitesses, quand tu vois à quel point l'information scientifique elle ne circule pas à la même vitesse partout, ni même entre un médecin généraliste et un spécialiste, et que tu te retrouves au nucléus de tout ça, où on te donne la capacité de créer une autoroute de l'information intègre, où il y a de la vraie information, pas de la désinformation scientifique. Aujourd'hui, ça se fait rare. Bah, tu es investi d'une mission qui te dépasse, en fait. On est devenu... le projet nous a dépassés. On était une bande d'incompétents et on s'est retrouvés au toit du monde à devoir vraiment accélérer la consommation d'informations médicales auprès des médecins pour nous assurer que quand vous et moi, on va chez le médecin, il a la dernière information. Du coup, comment vous monétisez tout ça au final ? Il y a 2 moyens de monétiser. Il y a la partie data. En fait, le playbook, il est écrit, c'est celui de Zuckerberg. La partie data, avec le consentement des médecins, et la partie promo. Tu vois, il y a des lancements de produits, il y a des choses comme ça qui se passent dans la plateforme. En 2 mots, sans détailler tout ça, mais voilà, c'est ça. Ok. J'avoue que je suis pas du tout au fait de tout ça. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est vraiment à huis clos, en fait. Oui. C'est vraiment un réseau sécurisé. Et sa valeur tient au fait que toi, moi, je suis pas médecin. On peut pas rentrer dedans. Moi, je peux bien rentrer sûr, dedans, mais je pense pas qu'il y avait un réel gros problème là-dedans. Ouais. 150 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah oui, c'est bon. Ouais, et du coup, au départ, tous les gens que vous êtes allés chercher pour la plateforme, vous êtes allés en physique ? Alors, on a utilisé des call centers. Ok. Ouais. Et un peu en physique, ouais. Mais tu sais que c'était une barrière à l'entrée, en fait, de faire ça. Parce qu'à l'époque, ça coûtait pas très cher de faire ça. Après, on l'a fait en digital. Mais je te dirais que le bulk de ce qu'on a recruté, c'était vraiment low-tech. Et du coup, on avait une longueur d'avance tellement forte
il y a une vraie problématique de masse critique. C'est-à-dire que les médecins, ils vont aller là où il y a le plus de médecins. Ouais. Quand ils vont à un congrès, ils vont là où il y a tous les médecins qui vont, tu vois. Donc ça a été 25 ans de ma vie, mais 25 ans d'un safari, tu vois, avec des animaux sauvages. Il t'arrive que des aventures où quand tu parlais d'échecs, on est passé à 28 minutes de la faillite, tu vois, en 2018. 2018, je précise, 2020, c'est l'apothéose. C'est donc marrant quand même. Tu vois, un des conseils qu'on m'a donné en tant qu'entrepreneur, je n'avais pas compris quand on me l'avait donné. On m'a dit « do not die ». Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est surtout « don't run out of cash ». Ne te retrouve pas en faillite. Il n'y a pas de lendemain quand tu as fait faillite. Quand tu es au ras des pâquerettes et que tu es en train de crash, tu peux te relever. Tu vas trouver un moyen, tu vas pivoter, le marché va se réveiller, il va se passer des choses. Do not die. Ça, c'est le truc. Ouais. C'est incroyable, en vrai. Ça donne quand même à réfléchir. 2018, 2020. Ouais, tu vois. Genre 2 ans, alors que la boîte avait combien de temps 18 ans. 18 ans. Ah ouais, c'était écrit. En 2 ans, on passe du... Mais c'est dingue. Et surtout, on parle d'une vieille dame, une boîte de 18 ans. Oui, bien sûr. Pour vous, c'est des startups de 4-5 ans. Après, ils font des flips. Nous, il n'aurait pas été impossible qu'après 18 ans d'une boîte, qu'elle s'arrête. Tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, je peux te dire qu'au niveau du financement, c'était compliqué. Enfin, pas grand monde s'est dit, je monte à bord. Il y a des gens qui sont montés à bord, un fonds de private equity de Boston. Et 10 ans après. Ils sont rentrés en 2018. C'est eux qui nous ont sauvés de la faillite. 18 ans, ok. Ouais, bien sûr. Parce que vous aviez combien d'employés est-ce que c'était à ce stade, on était 600. C'est gros. Ah oui. Ah oui, c'est solide, oui. Bah, c'était global, tu vois ce que je veux dire. On avait les États-Unis, on avait la Chine, on avait le Japon, on avait l'Amérique latine. Et du coup, c'est des réseaux privés dans chaque pays. Non, c'est totalement globalisé. C'est-à-dire que... donc c'est encore plus intéressant. Ouais. Et ça, tu poses une question intéressante. On a eu ce dilemme. Est-ce qu'on fait des communautés nationales ou est-ce que la santé, c'est un problème universel et tu enlèves les frontières et tu fais Médecins sans frontières, mais de l'information scientifique. C'est les médecins qui nous ont donné la réponse. Eux, quand ils vont à des congrès, ils rencontrent des médecins espagnols, italiens, allemands, etc. Et donc, c'est mondial. Ce qui lui donne une force de frappe énorme, tu vois, en valeur de proposition, en force de proposition et tout ça. Donc, ouais. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé aussi du fait de s'associer et que tu es associé avec tes colocs, du coup. Nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, bien sûr. On était colocs et après, on s'est associés. Et au départ, je pensais que... j'avais dans l'idée de monter des choses seul et que j'allais vouloir faire seul tout, etc. Ouais. Sauf qu'au final, je trouve que c'est pesant et qu'à la longue, être à plusieurs, c'est quand même plus intéressant. On en parlait. Tu fais des choses plus intéressantes, puis même tu partages tes galères parce que, mine de rien, quand on fait des choses, quand on en prend et tout ça, moi, en plus qui suis jeune, les gens autour de moi, ils comprennent pas forcément. Mmh. Et du coup, avoir quelqu'un, c'est plus intéressant. Tu as toujours tout fait tes projets avec des associés ? Celui-là, c'était le premier. Depuis, oui. Okay. Et depuis, j'ai découvert... Tu sais, souvent, tu te lances... Je pense qu'on partage le fait qu'on est assez intuitif. On prend des décisions parfois qui ne sont pas encore rationalisées, mais on y va quand même. Et après coup, tu te donnes raison. Tu dis, mais évidemment, c'était exactement ce qu'il fallait faire, mais tu ne le savais pas en amont, tu vois. Ça, c'est bien vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis parti toujours en collectif parce que j'ai l'impression que ça sortait le meilleur de moi-même, parce que finalement, tu confrontes une opinion avec quelqu'un d'autre, tu es challengé et tu es obligé de sortir le meilleur de toi-même. Quand tu te challenges, tu vas te donner un petit seuil de permissivité où tu vas te dire « Non, c'était nul. Ça, je ne vais pas le faire. » Alors que parfois, c'était la bonne idée ou l'inverse. Et depuis, maintenant que je suis un peu plus angel et j'investis moi-même, je vais à des demo days, je suis allé à des trucs de JP Morgan, etc. Tu vois leur playbook. En fait, eux, un solopreneur, c'est un no-go, en fait. Okay. Ils veulent au moins un duo, et de préférence un trio. Parce qu'il faut qu'il y ait déjà une palette de compétences et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse casser le tie-break, quoi. Si tu as 2 personnes qui ne sont pas du même avis, il faut qu'il y ait un troisième qui soit celui qui vient, tu vois, faire le vote majoritaire quelque part. Donc, en termes de vitesse, en termes d'endurance, parce que si tu fais tout dans ta tête tout seul, tu vas t'user, hein, c'est ça. À un moment donné. C'est ça aussi le plus dur, je trouve, c'est d'être seul face à soi-même, finalement. Et je pense que le plus gros combat, c'est finalement d'être seul dans l'entrepreneuriat. Non, ça me paraît être trop... C'est déjà compliqué, parce que, tu vois, quand tu gères une boîte, en fait, j'ai essayé de le résumer à plusieurs reprises, en fait, tu dois gérer une somme d'ambiguïté. Rien n'est clair. Tous les jours, tu as un nombre de défis et c'est ambigu, et tu dois trancher, en fait.
Et si tu le fais tout seul, ta marge d'erreur va être augmentée. Tu vas faire beaucoup plus d'erreurs. Si tu le fais à 2, en général, alors on n'a pas mis le petit astérisque, bien entouré. Oui, c'est ça. Donc il y a un vrai travail sur le choix de ton partenaire. Tu dois être capable de faire 3000 bornes en voiture avec lui. Tu dois être capable de partir dans une tempête, dans un bateau avec lui. Tu vois, il faut que tu sentes que quand ça va être dur, c'est pas quand c'est facile. Hein. Quand c'est facile, tu peux pas savoir si tu as le bon partenaire. Ah non, parce que ça va bien avec tout le monde. Donc tu l'emmènes dans une salle de MMA, tu fais un round. C'est ce qu'on va faire là. Ouais. Non, je pense que vraiment c'est ça. On a coché la voiture déjà, du coup. Vous avez fait ça. Ouais. Non, souffrir ensemble, et voir la réaction. Et surtout, c'est un moment où tu rationalises moins quand tu souffres. Parce que quand tu es dans la détresse totale, c'est-à-dire que tu as des salaires à payer, tu as toute une responsabilité à assumer, tu as des échéances financières, tu n'as plus le temps de calculer. Tu n'as plus le temps d'avoir cette... Ils appellent ça paralysis by analysis. Tu n'as pas le droit d'être paralysé par le trop d'analyse. C'est un moment où tu passes à l'action. Et donc, tu ne dois pas avoir à solliciter ton partenaire. Lui doit être en train d'écoper à côté de toi en se disant le gros temps va passer, le soleil va revenir. Mais tout le monde écope. On n'est pas en train de se poser des questions existentielles sur est-ce que j'aurais dû faire ça, putain, j'avais un boulot chez Danone, tu vois. Oui. Donc le choix du partenaire, mais certainement seul, ça me paraît être un peu un défi sisyphien, tu vois, au jour le jour. Qui a réussi seul, en réalité? Il y a beaucoup de grosses boîtes où il y a des gens, même si la personnalité, le fondateur de base, il est connu, il y a une équipe autour que j'aime toujours. Ouais. Je ne sais plus quel est le bouquin, Outliers. Un bouquin qui s'appelle Outliers en anglais de Malcolm Gladwell, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui a écrit une théorie sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a eu un pseudo-héros dans une réussite entrepreneuriale, en fait, il y avait un support système derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Il y avait Bill Gates qui a eu accès aux mainframe computers 10 ans avant tout le monde. Steve Jobs. Il y avait un environnement qui faisait que ça se produisait. Donc le mythe du héros, selon lui, n'existe pas. Et je suis assez d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. Ouais. Pareil. On a beaucoup parlé de ce que tu as fait avant, mais aujourd'hui, tu fais quoi exactement? Que de l'investissement? Pas mal d'investissement. Je dirais la moitié de mon temps, c'est de l'investissement. Pourquoi? Parce que j'ai 50 ans. Okay. Et tu vois, j'ai investi 25 ans dans un projet. J'ai dû renoncer à beaucoup de projets. Parce que aussi, l'entrepreneuriat, c'est faire des sacrifices, de refuser des opportunités. Tu vois, tu te lances. Et j'aimerais pouvoir participer à différents champs d'investigation dans différents domaines. Et j'ai plus physiquement je suis capable de le faire, mais dans une seule journée, dans une semaine, tu peux mener à bien qu'un projet en nom propre. Donc j'ai décidé de m'associer avec des jeunes fondateurs et fondatrices dont j'ai aimé la vision, dont j'ai aimé l'énergie, un peu tous les critères dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois, c'est le grit. En anglais, ils ont ce truc, le grit. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre la hargne, c'est ça. Donc ça me permet de rester un peu dans le game dans différents domaines qui ne sont pas mes domaines de prédilection. Ça me permet de rassembler de l'information. Moi, j'ai 2 fils, un de 18 ans, un de 16 ans, qui ont plus ou moins une fibre entrepreneuriale. Ouais. Je n'ai pas envie d'aller chercher mon classeur Johnny en leur disant voilà comment on monte une boîte, un truc de 2000, tu vois. J'ai envie de pouvoir leur donner des armes qui vont être les armes d'aujourd'hui. Tu vois, les armes de l'automatisation, les armes des infrastructures que nous, on n'avait pas. Comprendre comment créer des partenariats, parce qu'on parle d'être à plusieurs, mais aujourd'hui, une boîte, quand elle se met dans un écosystème fort, elle peut aller plus vite et plus loin aussi. Tu vois. Ouais. Donc moi, je fais de l'investissement pour rester au contact de ça, pour rester sharp. Et le petit secret un peu émotionnel derrière tout ça, c'est que mon grand-père, qui est décédé il y a 1 mois à peu près, qui avait 101 ans, c'était un entrepreneur depuis l'âge de 12 ans, né au Maroc, et qui faisait du e-commerce il y a encore 1 an. Il avait un iPhone 16. Quand j'allais chez lui, il habitait Montréal. Il achetait tout sur Alibaba et revendait, tu vois, des trucs. Il pensait, le seul truc où il s'est pas mis à la page, c'est qu'il pensait que Alibaba, c'était un mec qui s'appelait Ali Baba. Okay. Il peut pas tout avoir. Et un jour, il m'a dit, appelle-le. Incroyable. Je le mentionne parce que c'était une légende de Montréal, tu vois, et c'est un entrepreneur insatiable. Jusqu'à son dernier jour, d'ailleurs, il a fini dans une maison de retraite quelques mois, pas très longtemps. Il n'a pas tenu longtemps. Tu peux pas quand tu es un esprit sauvage comme le sien. Il essayait de faire du business dans la maison de retraite jusqu'au dernier jour. Okay. Il voulait vendre ses chaussettes. Tu vois. Donc, je le mentionne parce que tu vois, c'est vraiment viscéral chez moi, le fait d'être au contact de la création, de la curiosité, de lancer des choses. Donc, il y a de l'investissement. Il y a des choses que je fais moi en nom propre avec de l'IA, tu vois,
Gen AI autour de la créativité, Ok. sur les contenus pour enfants notamment. Et puis, je fais aussi un peu d'advisory, pareil, sur des rencontres. Je rencontre des gens, ils ont des parcours, et si on peut faire un bout de chemin ensemble, on le fait. Et moi, ça me nourrit, tu vois, et comme ça me nourrissait mon grand-père. Ok. C'est beau, il y a quelque chose derrière tout ça en plus. Donc Ouais. c'est plutôt cool. C'est fou à 101 ans de faire du e-commerce, faire du drop. Il épatait tout le monde, tu vois. C'était vraiment un type d'une force et d'une détermination incroyable. Il a fait du commerce à peu près dans le monde entier en parlant deux langues, l'arabe et le français. Il a fait du commerce dans les pays anglophones avec ces deux langues-là, tu vois. À une époque où, là, on parle même pas de smartphone ou de... Il parlait même pas anglais? Non. Ok. Non, mais tu sais, quand tu viens comme ça à 12 ans, tu commences à gagner ta vie, le body language Ouais. fait beaucoup, surtout quand tu es quelqu'un de dur comme ça, tu vois. Donc, non, c'est... voilà ce que je fais. Et donc, tu as toujours eu la fibre commerciale, la Ouais, fibre entrepreneuriale. Je crois, ouais. J'ai toujours eu du confort dans l'inconfort. Ouais. J'ai toujours aimé me mettre dans une... Je savais pas comment ça s'appelait, parce qu'aujourd'hui, on dit founders, on dit start-up, on dit trucs. Nous, à l'époque, il n'y avait pas ça. Quand j'étais à Marseille, c'était la première fois qu'une école de commerce avait une filière entrepreneuriat dans l'histoire des écoles de commerce. Okay. On était 7, la première Ah oui. cohorte. La personne ne voulait faire ça. Parce que founder, à l'époque, c'était plus fonderie, quoi. Tu travailles au fourneau, quoi. Tu vois, il faut y aller, il faut Avant, charbonner. c'était pas très sexy aussi. Mais du tout. Alors C'est pour ça que quand tu maintenant, dis la partie sexy du business, moi je repense à notre époque, il fallait avoir envie de se faire mal, quoi. C'était... Je trouve que toujours maintenant, mais c'est moins représenté, quoi. Parce que si tu veux fonder vraiment quelque chose dans le long terme, il faut... ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Et alors, tu te nourris de l'échec aussi. Donc, c'est dur, mais quelque part, c'est un signal. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu craches sur un truc que tu n'as pas vu arriver, c'est une nouvelle information. Ce que tu peux pas te permettre, c'est de le faire 2 fois la même erreur. Mais te manger une erreur, c'est pas si grave que ça, en fait, si tu l'as pas trop loupé. Si tu as vraiment loupé ton cash flow, il y a pas beaucoup de points c'est un point de non-retour. Mais si c'est une erreur qui peut t'amener vers quelque chose ou te permettre d'éliminer quelque chose et de t'alléger, c'est pas si grave. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Nous, tu vois, il y a 10 ans, 15 ans, quand Tim Ferriss a sorti sa semaine de 4 heures, je sais pas si vous connaissez ce bouquin, pour nous, c'était une révolution. Tu vois, les boomers, ben bon, c'est possible de hacker un peu la vie et de se retrouver à travailler que 4 heures par semaine. Finalement, c'est devenu un peu l'ADN des nouvelles startups. Tu vois, c'est un peu genre, je vais hacker tout, je vais automatiser tout. Et donc, moi, quand je regarde mon feed LinkedIn, je vois comment je gagne 10 000 € par mois en travaillant 2 heures par semaine. Tu vois. Ouais. J'y crois pas, hein, les gars. Arrêtez sur mon feed LinkedIn. Arrêtez. Ça complique ma tâche en tant que parent aussi, tu vois. Mais j'ai du mal, moi aussi, avec ça. Et pourtant, je suis pas de génération... Ouais, c'est compliqué parce que... On est un peu de transgénération. Alors, parce que t'as toujours une dépendance. Alors, soit tu pigeonnes celui qui t'achète le cours, soit tu es dans le garage de tes parents et tu te fais un setup qui fait croire que... Et on sait qu'il y a toute une économie qui s'est montée avec des locations de jet et de Lamborghini. Ouais. Mais ouais, les fondamentaux, c'est les fondamentaux. Après, je pense qu'il y en a qui y arrivent. Il y en a. En gardant... Mais en pourcentage, on parle qui arrivent, mais en pourcentage, c'est une partie infime. Ils ont craqué le truc, ils arrivent à... Et puis, ça correspond à leur envie. Parce que si tu veux vraiment monter un truc, ça dépend de ta mission. Moi, j'avais envie d'emmener du monde dans le truc, tu vois. On est arrivé jusqu'à 600 à un moment donné. Tu vois des enfants naître, tu vois des familles qui sortent de la misère. On a ouvert en Lituanie un bureau. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient indépendants de l'Union soviétique. Les premières années en Lituanie, c'était vraiment soviétique. C'était vraiment pommes de terre, betteraves. Il n'y avait pas d'infrastructure. Tu retournes à Vilnius aujourd'hui, tu as des Lamborghini, tu as la FinTech, tu as les fondateurs de Revolut, je crois qu'ils sont de là-bas. Donc, ça s'est un peu perdu, tu vois. Avant, il y avait cette vocation quand même à emmener du monde avec toi, d'aller amener une communauté de gens, de leur donner des opportunités à eux-mêmes. Et c'est vrai que nous, au gré de 25 ans, ce que tu vois pas quand tu fais des business de 5 ans, c'est que tu crées des alumni du projet et que tu as des gars et des femmes qui ont monté des boîtes, qui ont atterri à des postes incroyables. C'est hyper satisfaisant, en fait. Il n'y a pas que les flips et les multiples et les trucs, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, carrément. Je trouve que c'est plus une histoire... L'entrepreneuriat, c'est quelque chose à construire plutôt que juste un moyen de gagner de l'argent. Ouais. Je sais pas. J'ai rarement vu des gens qui voulaient juste gagner de l'argent
et qu'ils ont arrêté après parce qu'ils ont fait un coup ou quoi, qui sont intéressants, plutôt que des gens qui ont travaillé sur du long terme. Mais là, c'était toujours plus intéressant en tout cas. Il y a tellement de facettes dans un quotidien d'entrepreneur. Ouais. C'est des rencontres, on le sait. Sans la rencontre, je crois que l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Si tu ne croises pas le faire avec des gens, tu ne peux pas le faire de ta chambre enfermée. Non. Bah, rien que la vente, faut aller confronter quoi. Ouais, il y a la vente, mais il y a aussi affûter ton projet. Vous avez une concurrence qui est complètement mondialisée. Nous, avant, à la limite, on se battait, tu vois, entre Français, entre Anglais, etc. Mais maintenant, quand tu as une idée géniale, tu sais qu'en République tchèque, il y a un mec qui a eu la même idée. En Pologne, il y a un mec qui a la même idée. Donc aujourd'hui, tu es obligé de croiser le fer avec des gens. Un coup, ils ont du funding, tu n'en as pas. Il faut aller plus vite, il faut être plus malin. Ou quand bien même s'ils n'ont pas l'idée, au moment où tu la sors, cette idée-là, Ils ils la la voient, ils te copient la prennent. tellement vite avec C'est ça. cette puissance Ouais. de communication. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu sortes une forme de satisfaction du projet personnel, au-delà de l'aspect financier et du produit que tu construis, quoi. Et du coup, pour toi, tu vois vraiment deux mondes dans l'entrepreneuriat, donc l'ancien et le nouveau. Je veux dire, là, aujourd'hui... Un peu, ouais, je pense que la réalité, elle est telle, je le vois, parce que je vois rarement les deux générations se fréquenter. Moi, je vais à des événements de tout le monde, tu vois, des clubs d'entrepreneurs, d'investisseurs, etc., et des startups, des demo days et tout ça. Ça se mélange pas beaucoup, hélas. Et pourtant, je pense que les deux ont à apprendre l'un de l'autre. Est-ce que c'est pas l'argent des vieux qui finance les entreprises ouais. des jeunes? Ouais, c'est ça. Non, mais je dis ça. Mais tu vois, et là, je vais passer à ma grand-mère maternelle, qui, elle, était présidente d'un truc qui s'appelait Intergénération, où des mamies aidaient des filles qui étaient en CAP dans une technique à se structurer dans la vie, tu vois. D'accord. Et je pense que il y a une vraie incompréhension générationnelle aujourd'hui. Je pense que les boomers sont un peu cyniques avec les jeunes. Tu vois, il y a des commentaires un peu, Ouais, ils veulent beaucoup, rien faire, ils veulent pas faire ça, etc., etc. Moi, je leur sors des tas d'histoires de gens qui, au contraire, regardez, là, tu vois, se remplissent l'emploi du temps de trucs qui vont les faire avancer, qui vont les faire s'élever, etc. Ce qui les perturbe, les boomers, comme si j'en faisais pas partie, mais c'est que vous n'avez pas de voiture de fonction, le bureau, il est où? Il est dématérialisé, vous êtes en t-shirt, vous avez des chaînes. Voilà, ils ont un peu de mal avec ça, tu vois. Toi aussi, mais le mérite, moi je suis en t-shirt aussi parce que j'ai perdu un pari, mais c'est une autre histoire. Mais Il faut avoir l'image de l'investisseur aussi. c'est ça, ouais, c'est ça. Non, et les deux catégories ont un vrai intérêt autre que l'aspect pécuniaire. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que tu as dit, c'est important. Quand moi, je suis allé la dernière fois avec mon fils à Londres dans un demo day et je me suis mis investisseur. Donc, ouais, c'était cliché, quoi. On venait me pitcher comme des malades, etc. Tu vois, il n'y a pas ce côté échange, alors qu'en fait, il y a aussi, quand tu veux du funding, ce que tu n'arrives pas à faire souvent, c'est avoir du revenu de tes propres clients. Donc, tu vas chercher du funding. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Ouais, tu vas financer. Donc, en fait, tu peux aider ces gens-là autrement que par leur donner un chèque. Tu leur apprends à pêcher, quoi, en gros. Tu vois, au lieu de leur donner du poisson, la fameuse. Et donc, ouais, cet échange, moi, j'espère qu'il va exister. J'essaye de le nourrir. Et je pense que mélanger les générations, mélanger les genres, mélanger les cultures te donne un projet plus pertinent, plus pérenne, plus audacieux. Ça me paraît évident. Mais tout le monde opère dans son couloir un petit peu et dans sa bulle. Et les algorithmes, en plus, ils nous remettent entre nous, tu vois. C'est vrai. Ouais, dans ce qu'on regarde, ce qu'on aime, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Déjà, nous, on a un petit gap d'âge pas énorme. Moi, j'ai 23, il a 30. Ouais. Et lui, il vient du BTP. Moi, je suis digital. J'ai toujours vécu avec un ordinateur et tout ça. Et déjà... Je viens de la communication initialement, on me dit pas le BTP. Ta carrière dans le BTP. Et on a un gap de comment on traite les choses. Même quand on fait des appels avec des clients ou des prospects, on n'a pas du tout la même approche de ça. Et c'est intéressant de voir ça déjà. À une échelle qui est petite en termes de différence. C'est ultra recommandé, en fait. En fait, la pire des choses, c'est de s'associer, encore une fois, avec des gens qui sont similaires, qui ont tes forces ou qui ont ta même approche. Imagine la mosaïque d'opportunités et de gens que tu dois convaincre. Si tu traînes qu'avec des gens comme toi, tu vas jamais pouvoir sortir de cette bulle-là. Tu vois, moi, je suis né en banlieue nord. Si j'y étais resté, j'aurais jamais eu la perspective que j'ai sur le monde que j'ai aujourd'hui. Ouais, clairement. Parce que je serais resté dans l'entre-moi et voilà. Et puis, tu acceptes les plafonds. Hein, parce que moi, je me rappelle des plafonds scolaires qu'on nous mettait. Fais un BTS et va faire là, va à 10 km d'ici, etc. Donc, tu croises le chemin de quelqu'un qui a fait un parcours différent. Et si tu arrives à marier les deux, tu as des super pouvoirs, en fait.
T'es un Marvel super-héros, quoi. Je suis assez d'accord avec ça pour le coup. Tu peux raconter où tu viens si tu veux, que tu viens du digital. Je viens du digital. Non, mais ça, je l'ai déjà dit une première fois. Ce qui est marrant, c'est qu'à 30 ans, tu le trouves âgé. C'est ça qui m'a dérangé dans ton commentaire. Non. J'ai dit qu'on a une petite différence d'âge. Non, mais moi, je l'avais déjà dit auparavant sur un autre podcast, mais j'ai commencé très jeune. J'avais pas l'âge légal, j'ai organisé des soirées en boîte. J'ai commencé comme ça. Mon premier business, c'était ça. Et de ça, on a compris très vite la puissance des réseaux sociaux parce que ça venait de commencer. Ça venait de commencer. C'est 2008, je crois, Facebook. Non, 2011, je crois. 2011. Facebook, c'est 2011 ? Attends. T'es lancé à quel âge ? 2007, c'était Non, le non, iPhone. c'était 2008. Ouais. 2007-2008, parce que 2011-2012, il y avait déjà Facebook depuis assez longtemps, vu qu'on faisait notre promo sur justement Facebook, avec des événements Facebook, etc. En fait, on s'était rendu compte de la puissance qu'il y avait pour fédérer, attirer. Et donc, on a lancé notre première agence de pub spécialisée, donc création de site internet, etc., parce que c'était le truc qui parlait, mais tout ce qui était community management. Et tout. Génial. Et donc, ça a été mon premier business. Et de là, j'ai rencontré des gens dans le bâtiment qui ont fait appel à nos services. Et on a fermé la boîte, on a vendu la boîte, un peu après on l'a fermée suite à une escroquerie qu'on avait vécue. Et donc c'est de ça que je suis rentré dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui... je passais par la Dépêche du Midi entre-temps, mais il y a des mecs du bâtiment qui m'ont dit viens faire commercial chez nous. Et j'ai commencé step by step chez eux. Ça a été quand même assez rapide, mais j'ai fini responsable commercial et après je suis parti à monter un groupe dans le bâtiment. Ce que tu dis, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des secteurs glamour aujourd'hui. Il y a des gens qui se précipitent vers des domaines. En fait, le boring, ça a son charme. Ça paye en plus. Et ça paye. et c'est là où tu peux créer le plus de upside finalement parce qu'il y a des trucs qui méritent d'être améliorés tous les jours. Bien sûr. Et tu vois, moi, la santé, c'était, comme je t'ai dit, pas une vocation. Hein. On avait besoin un peu de remplir nos comptes en banque. Et petit à petit, tu deviens bilingue de ton secteur et tu le comprends. Et tu le comprends avec une manière différente des gens qui sont nés là-dedans. En fait. Exactement, mais finalement, moi, ça a toujours été une leitmotiv chez moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenu vers la communication et le marketing. Parce que j'ai toujours eu une approche très communication et très marketing dans tous les business, même dans le bâtiment. C'est-à-dire que je mettais en avant toute la partie marketing. Et qui, pour moi, était essentielle et qui m'aidait énormément à vendre, d'ailleurs. Et c'est marrant parce qu'avec Arthur, on a deux visions différentes là-dessus, mais qui sont hyper enrichissantes. Quelle est la vision d'Arthur là-dessus ? Non, mais sur l'aspect marketing, même sur l'aspect vente, etc., on va avoir vraiment des approches qui vont être totalement différentes. Moi, où je vais créer beaucoup de social avec les clients et où je vais être vraiment très, très social, lui, il va être beaucoup plus pragmatique. Et c'est-à-dire que ça va être but en blanc. Là où moi, je vais vraiment avoir un temps, peut-être qu'on va prendre 15 minutes. Les clients, je vais savoir s'ils ont des enfants, pas d'enfants, s'ils en attendent, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'il fait beau chez eux, est-ce que... il y a tout un environnement. À court terme, je peux comprendre ton point de vue. À long terme, c'est ce qui fait la différence, en fait. C'est ce qui fait qu'ils vont revenir 20 ans plus tard se rappeler de toi parce que vous avez parlé de ces sujets-là, en fait. Ouais. Quelque part. Parce que la technicité de ce que tu vas leur offrir, elle va exister à un moment donné sur d'autres pas de porte. Tu vois, ils vont pouvoir aller la chercher ailleurs. Par contre, le rapport, surtout le rapport humain de nos jours, c'est ce qui va leur faire se rappeler. Et je t'en parle en connaissance de cause, parce que moi, des fois, j'ai disparu d'un certain horizon pendant 5 ans, etc. Tu as des gens qui reviennent en se rappelant de l'endroit où on avait mangé, de ce dont on avait parlé, etc. Donc, ils ne se rappelaient pas du produit que je leur avais vendu, ni le prix. Hein. Ils se rappelaient de ce moment, en fait. Donc, combiner les moments est une solution qui est en béton armé. C'est une force. Et c'est Anthony Bourbon qui disait ça il n'y a pas longtemps. Où finalement, c'est le sentiment que le client va garder. Pas le service, pas le prix, mais le sentiment. Je crois que c'est ça, c'était le sentiment. Hein, l'émotionnel en général. L'émotionnel, finalement, qui va garder. Et c'est vrai que... Mais après, c'est naturel. C'est pas de travailler, c'est pas surfait chez moi. C'est vraiment quelque chose qui est naturel. J'aime bien le faire. Et c'est par ça, en fait, que j'arrive... Moi, pas du tout. Ça, c'est pas trop dans mon schéma de base. Ça se voit, tu vois, ça te rend même un peu anxieux. Nerveux. Ouais. Alors que maintenant, j'essaie de m'ouvrir et tout ça, j'essaie d'être plus sociable. Quand j'étais petit, j'étais vraiment timide. T'animes un podcast. Je fais des choses que je veux dire. On bavarde, là, on est en train de bavarder. Ou alors je suis censé signer un contrat à la fin. Ouais, à la fin, oui. Okay. Mais mais on t'a pas dit, mais c'est payant. C'est payant le podcast. Mais oui, j'essaie de mettre des pas pour faire ça. Super. Et je vois que justement, ça marche en plus. Et lui, où moi, j'allais chercher des contrats et je suis beaucoup plus pragmatique dans mon approche. Lui, il va chercher des relations et même ça aboutit sur des choses.
on peut s'associer sur certains projets ou des choses comme ça, que moi, je ne serais jamais allé chercher ça. Et je voulais rebondir là-dessus parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure aussi. Sur l'écosystème. Ouais, sur le fameux écosystème. Et je trouve intéressant, nous, on a certains clients où je trouve qu'ils ont limite plus de mal. Enfin, tu parlais du produit et la plus-value que tu peux avoir, etc. On a des clients qui nous font plus confiance, je trouve, hein, après, et peut-être que je me trompe, mais qui nous feraient plus confiance pour qu'on investisse avec eux et qu'on les suive avec eux dans leurs projets que d'acheter notre service. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc, c'est-à-dire qu'ils nous mettraient plus au board avec eux que d'acheter notre service initialement. Alors qu'en réalité, ils auraient 10 fois plus intérêt à mettre juste les sous sur le service, externaliser, et puis ils sont tranquilles. Là, non, ils sont prêts à... Et je trouve ça génial, parce que c'est hyper cool, parce que nous, on a envie de s'investir aussi. Je parle avec les mains. C'est un alignement des incentives, quelque part. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends de l'equity... Alors, tu vois, c'est drôle, parce que le risk sharing, moi, j'ai toujours adoré ça. Quand je suis arrivé à Londres, mon premier job, ils voulaient me donner un fixe. Je faisais de la vente. Et je connaissais pas le produit. Quand j'y pense, je me dis n'importe quoi, tu vois. Mais j'avais à peine de quoi payer mon loyer de la semaine d'après. Hein. J'avais pas de clients, je connaissais pas le produit. Et il m'a montré le fixe. Et j'ai dit, et si on mettait tout en variable? Mais alors avec un taux de malade, tu vois, genre un 25%, tu vois, ou un truc comme ça. Ah oui. Ouais. Okay. Bah oui. Je lui dis, attends, là, tu as zéro risque. Genre, toi, tu peux aller dormir. Moi, je vais faire le taf, machin. J'ai dit, il y a une condition. Si ça commence à jouer en ma faveur, on ne change pas les termes du deal. Il faut au moins que pendant un petit moment, ça paye, tu vois. Et je l'ai fait. Et j'ai cartonné. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, là, tu as le laser. Il y a la fin qui parle et aussi. Au bout de 6-7 mois, petit à petit, ils ont commencé à tourner autour de moi. Genre, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc où on fait un fixe avec de l'equity, des trucs comme ça. Donc, en fait, quand tu alignes les intérêts des uns et des autres, ça enlève pas mal de friction. Ça rend les gens meilleurs, quelque part. C'est-à-dire que vous fournissez un meilleur service parce que vous avez, je l'espère, peut-être un peu d'equity dans le projet, si vous font rentrer en risk sharing. Ouais. Et moi, c'est mes projets préférés, personnellement. Ouais, c'est le plus intéressant aussi. Ça anime aussi d'une façon différente. Ouais. Moi, je trouve qu'on est investi. Même si on s'investit pour tous les clients. Mais quand il y a une part de soi qui est dedans aussi, c'est un investissement. La proposition de valeur, elle est validée dans le dur. C'est-à-dire que si tu n'as pas délivré de valeur, ton modèle économique, il ne marche pas. Mais il n'est pas viable, bien sûr. Puis je trouve, en tout cas, dans ce qu'on a fait là, on s'est associé avec une boîte récemment. Et par rapport à ce qu'on fait avec l'agence, on s'est beaucoup plus élargi dans les conseils qu'on a donnés par rapport à juste le service qu'on a donné. Donc, pour moi, ça, c'est le secret aussi. C'est-à-dire que quand tu te décloisonnes, chaque entreprise, elle opère de façon cloisonnée. C'est-à-dire qu'elle vit dans son écosystème avec ses départements, son organigramme, et donc des gens viennent leur vendre dans chaque département. Et toi, quand tu commences à avoir une vue d'ensemble, en fait, tu te donnes les moyens de rentrer avec le gros sac, tu vois, de remplir le gros sac de enterprise. Mais tu peux le faire qu'en décloisonnant, finalement. Sinon, tu te mets à la queue leu derrière tous les autres vendors. Et à un moment donné, tu es identifié comme, tiens, quelqu'un qui apporte de la valeur transversale. Et le transversal, ça résout pas mal de problèmes pour une boîte déjà. Tu vois, d'harmoniser, de faire travailler les gens ensemble, de créer de la valeur ensemble. Donc, c'est très recommandé si tu veux pas être je sais pas comment on dit, commoditized en français, c'est de génériquer, être un prestataire générique, de monter le plus haut possible, comprendre. Pour moi, il n'y a que 2 aiguilles qui comptent sur les compteurs. Revenu, profit. Ouais. Si tu comprends auquel tu participes, tu vas parler à la bonne personne, la personne responsable de celui-là ou de celui-là. Et là, tu as une conversation intéressante. Tu n'es plus sur le produit, le feature, le machin. Donc, ouais, à mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Je vais investir. C'est quoi le... Mais du coup, moi qui est beaucoup plus pragmatique, j'arrivais pas à aller sur ces sujets-là. Ouais, je comprends. Que lui, beaucoup plus émotionnel, il y arrive aussi. On appelle prospect. Est-ce que vous connaissez le cortex singulaire antérieur? Il y a une étude qui est sortie récemment, voir si elle est vraie ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, le cortex singulaire antérieur, c'est une partie dans le cerveau qui se trouve ici et qui va driver la gestion de la douleur et pas que la douleur physique. Et il y a une étude qui a montré que chez les grands sportifs et chez ceux qui entreprennent beaucoup, qui ont fait beaucoup d'entreprises, il est beaucoup plus développé que chez les autres êtres humains. Et que quand on prend des risques et qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, il se développe. Et donc, il se développe au cours de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est à la naissance plus développé chez certaines personnes.
Et on voit aussi, ils ont mis en parallèle ça avec l'espérance de vie des gens. Et apparemment, plus cette partie-là est développée, plus l'espérance, elle se rallonge dans la T'es en vie. train de parler de mon grand-père, encore une fois, en fait. Bah, peut-être Ça veut dire que effectivement. l'aptitude à encaisser de la douleur augmente, c'est ce ça. que tu laisses entendre, et que du coup, alors, je pense que de toute façon, tout est un muscle, en fait. Enfin, tout se travaille. Je ne crois pas tellement à l'inné non plus. Alors, il y a des prédispositions, mais une prédisposition, elle est de nature à se dissiper si tu ne l'entretiens pas. Ouais. Tu vois, moi, je connais des gens, ils avaient une mémoire fabuleuse, ils ont beaucoup compté dessus, puis à un moment donné, ils n'ont pas travaillé le truc, et puis bah, ça se délite. Ça tombe, ouais. Tu vois. Donc, la prise de risque, c'est quand même un sujet compliqué. Et de la douleur, en fait, la prise de risque, c'est l'anticipation de la douleur. Si tu l'anticipes et que tu as peur d'avoir mal, tu ne vas pas prendre de risque. Ouais. Donc, c'est soit tu es à l'aise avec le fait de ressentir de la douleur, soit tu n'as pas peur et d'anxiété par rapport au fait d'être confronté à la douleur. Moi, je sais pas, je pense que tu vois, l'environnement familial te donne confiance aussi quand tu as des fous autour de toi. Moi, le truc que me répétait tout le temps mon père, c'était attends, mais il a 2 bras, 2 jambes. Tu vois. Quel que soit le contexte, hein, c'est la même phrase. Le jury de ton école, aller pitcher un truc, vendre ta boîte. Le mec, il a 2 bras, 2 jambes. Et en fait, tu relativises le Parce que danger. ma mère me disait tout le temps. C'est aussi. vrai. Vraiment. Il a 2 bras, 2 jambes, il est pas meilleur que toi. C'est tout. Et c'est vrai que ça. Elle rajoutait même une chose, il va aux toilettes comme toi tous les Je jours. crois qu'il le rajoutait aussi, mais j'ai voulu respecter un petit peu l'étiquette du podcast. Non, mais je trouve que c'est important, finalement. C'est genre... Ouais. Mais tu t'aperçois que... Donc toi, cette étude, tu l'as découverte il y a combien de temps d'abord ? Il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça intéressant. Parce que moi, quand j'étais jeune, plus jeune en tout cas, j'avais pas du tout l'esprit compétitif. Je voulais pas prendre de risques. J'étais très tranquille. Ouais. Et je disais à mes parents, non mais je vais pas travailler cet été. C'est l'été, il faut faire les vacances. Alors que maintenant, pas du tout. Maintenant, tu es ce que mon fils appellerait un mec déter. Ouais, c'est ça. Tu fais pas partie des boomers, du coup. Mais du coup, maintenant, j'ai presque du mal à prendre des vacances parce que j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Et peut-être c'est le fait d'avoir justement entraîné cette partie-là. Et même quand tu pars en vacances, c'est pas des vacances, quoi. Ouais. J'ai du mal. Ouais. En fait, en anglais, ils ont ce mot, c'est le rabbit hole. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Tu suis le lapin là, dans le tunnel. Quand tu trouves cette porte, moi non plus, je pense que je ne l'avais pas trouvée pendant longtemps. Et en fait, c'est insatiable. Il peut t'arriver que des aventures. Ouais. Moi, je compare ça à une épopée. Et si tu as l'œil un peu, ou l'esprit créatif facilement stimulé, ça ne s'arrête jamais, le film, en fait. Il y a toujours un truc. Tu découvres un ogre à 3 têtes, tu montes sur un dragon, tu vas sur un machin. Et après, tu vois, alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous n'avez pas d'enfant encore ? Non. J'ai beaucoup compartimenté au début ma carrière professionnelle. C'était mon monde, tu vois, le multiverse. Tu vois, je faisais mes trucs. Je rentrais à la maison, j'étais un papa, je faisais les anniversaires. Et en fait, je trouve que c'était une erreur. J'aurais dû raconter ça. Parce qu'on parlait d'éducation financière tout à l'heure. Tu vois, personne pensait avant à expliquer à ses enfants de 5 ans comment gérer leur argent de poche. Tu vois. Mais expliquer un parcours entrepreneurial, ça te permet d'arrêter de t'excuser quand tu rentres chez toi et de te sentir coupable parce que tu as été en voyage, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Finalement, ces épopées, elles méritaient d'être racontées. Un board meeting où tu te fais incendier, où c'est le feu dans la baraque, mais ça explique aussi ton énergie dans la maison, tu vois. Raconte ce qui est en train de se passer, rassure tes enfants. Moi, j'ai commencé à le faire tard, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, en fait. Tard, c'est-à-dire à partir de quel âge, tu penses ? 14-15 ans. Mais j'aurais pu faire ça bien avant, tu vois. Je leur expliquais, là, j'ai un truc avec les investisseurs, ça va chauffer. Ah bon, mais tu vois, alors au début, les réactions, c'est mais il faut avoir peur. Il va se passer quoi ? Ils vont plus te payer, tu vois, des trucs comme ça. Mais quand tu les emmènes, finalement, la vie d'entrepreneur, quel est au moins ce mérite-là, c'est que tu vis des choses extrêmes. Ouais. Raconte-les. C'est quand même plus excitant que la machine à café, les tickets restaurants. C'est une belle vision pour le coup, et un bon conseil, je pense. Ouais. Mais après, c'est peut-être compliqué. Enfin, c'est peut-être facile de le dire maintenant, mais est-ce que des fois, quand on est dedans et dans le côté peut-être pression, d'être tenu au début, c'est difficile parce que tu vois pas ça en 3 dimensions. Tu vois ça en problème opérationnel, financier, etc. Mais finalement, c'est pour ça que je vous le transmets. Comme ça,
ça sera gravé sur la pellicule, tu vois. C'est une aventure qui mérite d'être racontée, même à nos grands-parents, même à nos parents, même à... Tu sais, ces trucs, on dit qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, parce qu'on ne sait pas bien expliquer, c'est tout. Ouais. Il suffit de le raconter avec des mots simples. Et peut-être que même pour soi, je dis ça, moi, j'ai pas de... Mais peut-être que pour soi, ça fait du bien aussi de se livrer. Oui, bien sûr. Déjà, ça te permet de faire des bilans. Je pense que tu fais des rééquilibrages parce que tu t'entends raconter et tu t'es dit, mais j'ai passé ma semaine à faire ça, tu vois. Et il y a un très bon film sur le sujet qui s'appelle About Schmidt, avec Jack Nicholson, où le gars, la scène, je le raconte en 2 secondes, mais le film commence sur sa scène de retraite. Tu vois, il finit, il regarde l'horloge, il est 5h moins 1, et il se prépare à partir en retraite. Tu sais pas ce qui s'est passé avant. Il rentre chez lui, il n'a pas de projet. Ouais. Il n'a rien en route. Et il voit passer un truc de l'UNICEF pour donner de l'argent pour des enfants en Afrique. Il rédige une lettre, il raconte ses réunions. Il dit, ouais, voilà. Ah non, pardon. Il donne de l'argent, ils lui disent, on veut que vous écriviez une lettre sur votre vie pour que le petit orphelin, il ait une petite relation. Il raconte des réunions. Il dit, bah alors moi, les mecs du 5e, je ne pouvais pas les voir, ils rendaient jamais les chiffres à temps, etc. Donc le mec lui réécrit en disant, non, des trucs de vie. Et c'est ça. Et là, page blanche. C'est dingue. C'est incroyable, mais je pense qu'il y a un vrai fond dans tout ça aussi. Et l'entrepreneur, c'est compliqué aussi de faire cette... C'est compliqué et c'est des choix qu'on fait par rapport à nos familles, par rapport à nos conjoints, par rapport à nos enfants, par rapport à... Tu vois, oui, il y a le glam, mais... Et encore aujourd'hui, c'est mieux toléré en société, mais c'est le choix de l'imprévisible. C'est le choix de l'incertitude. Ouais, j'en parlais avec ma mère il y a 2 jours, justement. Je suis allé manger au restaurant avec elle et elle me parlait de ça et je disais que j'arrivais pas à comprendre ceux qui vivaient leur vie en automatique. Pour moi, c'est tellement hors de mon champ que pour moi, c'est la vie d'horreur. Ça, c'est intéressant. Et elle, est-ce qu'elle les comprend mieux qu'elle comprend toi ou pas? Ouais, elle est plus âgée. Elle a tendance à se dire la safety first. Tu vois, c'est genre, au moins, ils ont la sécurité de l'emploi quelque part, à ses yeux. Ça, puis il n'y a pas tout le monde qui a été éduqué comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui veulent prendre des risques ou qui ont l'occasion aussi de prendre des risques parce que pas tout le monde peut le faire. Enfin, dans certaines conditions. On est d'accord. Mais je trouve ça tellement triste comme vie, sans en critiquer, mais pour moi, j'arriverais pas à vivre comme ça du tout. Là, tu prêches une chapelle de convaincus, donc il y a personne qui va te contredire, je pense. Au cas où, je mets des... Non, mais c'est vrai. Après, je pense que c'est aussi chacun qui est formaté. Enfin, il y a des gens qui vont... Tout à l'heure, on parlait de l'inné. Je pense qu'il y a quand même une partie d'inné sur ça, où finalement, on a un caractère, on a une façon d'être qui est aussi... Non, et puis il y a l'épigénétique, ce qui est de plus en plus étudié. C'est-à-dire ce que on t'a transmis, tu vois, de génération en génération, qui va te faire te sentir en sécurité ou pas en sécurité dès la naissance, probablement. Tu vois. Sûr. Moi, je t'ai dit, j'attribue ça à des gènes un peu fous. Dans tes avec des gens nomades qui sont partis, qui ont tout laissé. Et en fait, on te l'a raconté, cette histoire. Tu sais, la mythologie familiale. Ouais. Je dis la mythologie parce que quand tu grandis, après, tu dis, ah, mais finalement, il n'était pas sur un cheval blanc, tu vois. C'était pas une licorne, tu vois. Il était dans un train, comment on appelait ça, au charbon, là. Dans la mythologie familiale, tu as entendu le fait de tout perdre, le fait de tout redémarrer. Ouais. Et puis en face de toi, tu as quelqu'un qui te raconte l'histoire. Donc tu te dis, bon, bah, tu survis à ce genre de choses. Je trouve que c'est un luxe quelque part. Bien sûr. Il y a des familles où on n'a pas ces histoires-là. Cette mythologie-là, elle est pas là. Donc forcément, quand tu creuses, très souvent dans les entrepreneurs, il y a un personnage de référence qui incarne ça. Tu vois, c'était un gars, il était trapéziste dans un cirque. L'autre, il était dans la marine marchande. Et c'est lui qui est porteur de ce gène-là, quelque part. Ouais, moi je trouve ça intéressant. Justement, on en parlait. On en parlait, et parce qu'on se fait... Enfin, je me faisais coacher par une femme qui parle justement de la... Comment ça s'appelle ? L'épigénétique. Oui, l'épigénétique, mais elle a un autre nom. La constellation familiale. Mm-hmm. Et du coup, lui aussi. Et on parlait de ça. Et c'est vrai que je pense que ça joue beaucoup. Et même dans la... façon d'être. Mais c'est prouvé dans la bio que t'as des choses qui sont dans l'ADN portées par... Bien sûr. Par tes je dis bien sûr parce qu'aujourd'hui la recherche le démontre, mais oui. Moi, je sais que ma mère a été un facteur très... Enfin, et je me rends compte aujourd'hui, elle rentrait à la maison et elle était bijoutière et elle nous racontait ses ventes. Et justement, quand on parle même du côté social, elle devenait, pas copine, mais elle créait toujours une relation particulière avec chacun de ses clients. Et elle avait un chiffre à faire. Son chiffre, dans sa tête, c'était « il faut que je fasse le double ».
Et je la vois encore me raconter ces histoires-là où elle rentrait et elle disait bon bah voilà, il venait pour une bague et puis il est reparti avec une parure et la paire de boucles d'oreilles. Et il y avait des étoiles dans ses yeux à chaque fois qu'elle racontait. Mais et c'est vrai que moi, quel âge t'avais, Ilias? mais j'étais jeune. Voilà. Je pense que honnêtement, de mes 8 à, Ouais. de mes 8 à. Et tu vois, elle m'a alors, fait on a plus parlé de tard. ça il y a 2 minutes, la transmission. Elle te racontait ses épopées à elle, ça t'a Ah oui, bien sûr. ébloui, et ça vaut la peine d'être raconté. Et tu elle me vois. racontait celle de son père qui était un commerçant reconnu. Bon, mes parents sont d'origine tunisienne, ils sont franco-tunisiens. Et elle me racontait son père, justement, qui allait justement au port, qui faisait importer des États-Unis à l'époque. Et c'était très peu. Enfin, Bien sûr. c'était pas commun, surtout à cette époque-là. Et il y a eu tout cet aspect commercial du côté maternel, mais même du côté paternel, où il y a eu tout ce schéma où mon grand-père était plus dans l'agriculture, mais c'était un exploitant agricole, donc qui avait du monde et qui importait, exportait, etc. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant, finalement. Mon père était beaucoup moins dans le partage, enfin, même si aujourd'hui plus, de son expérience ou de l'expérience qu'il avait vécue jeune, parce que lui a fait plus d'études, il était plus sur un côté... il est professeur, c'est un cadre différent, je trouve. Là où maman était vraiment dans un partage et de sa connaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu des deux, mais c'est vrai que le côté commercial, c'est grâce à ma mère. Et ce qui est très amusant, c'est que sans connaître le background de Arthur Simonian, je pense que nos grands-pères ils ont pris des bateaux à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, ils ont accosté à certains endroits, et nous on est là, tu vois, quelques générations plus tard, derrière un micro, en train de raconter l'esprit entrepreneurial. L'entrepreneuriat, pour moi, ça commence par le fait de prendre un moyen de transport pour aller d'un endroit à un autre pour chercher une nouvelle vie, tu vois. Donc, C'est un Eldorado, c'est vrai. on est le produit de ça, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que justement, pour parler plus du voyage, c'est vrai que bouger, ça apporte pas mal de choses. Même nous, on s'est rencontrés justement parce qu'on a bougé aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai bougé à Paris. Je suis Marseillais de base. J'ai bougé à Ouais, Paris c'est vrai. et j'avais pas de quoi payer le loyer. J'ai bougé. Je mentais à mes parents. J'ai dit oui, j'ai de quoi payer, tout ça, tranquille. et j'ai bougé et j'avais la boule au ventre. Je me suis dit, si je me mets pas un coup de pression, j'allais pas être motivé pour faire plus. Donc, je suis monté à Paris et au final, ça m'a fait rencontrer beaucoup de monde. Ça m'a fait rencontrer du coup Ilias. Et là, on prévoit de bouger du coup la semaine prochaine. On va en Tunisie. Et justement, je pense que bouger, ça permet de rencontrer du monde. Bien sûr. Et pas rester cantonné à juste un espace. Et un espace, je trouve, ça te cantonne à une vision de la vie aussi. On Ah, est, c'est trop. on est d'accord. Ton environnement, encore une fois, c'est l'environnement qui va influencer. Mais ce que tu racontais, c'est des choses dont on ne parle pas assez, tu vois. Et je pense que c'est l'histoire commune à tous les gens qui partent. Le premier jour, la première semaine, le premier mois, ce mensonge, ce mythe qu'on raconte tous au pays, au bled. Genre, c'est comment? Magnifique, tu vois. En fait, tu galères. C'est ça. Tu peux pas ne pas galérer. T'as pas un compte en banque, t'as pas un logement, t'as pas un machin, mais tu peux absolument pas laisser transparaître la réalité du truc. Et c'est l'histoire de tout immigré du haut de la chaîne en bas de la chaîne, n'importe lequel. Il va partir, il va dire que c'est génial. Il est obligé de dire que c'est génial parce qu'il a pris ce risque, parce qu'il s'est séparé de sa mère ou de son père, etc. Donc ce que tu racontes, c'est aussi un moment important de cette prise de décision. C'est le mythe du premier coup de fil. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, je suis arrivé à Londres, sac au dos. J'ai mis une pièce dans le truc, comment ça se passe? Mais c'est génial, etc. Je ne savais même pas où j'étais, je ne savais pas où j'allais dormir. Mais tu es obligé, c'est ton propre carburant. Et sinon, tu renonces et tu repars. C'est un peu le truc que tu n'as pas envie de vivre, quoi. C'était la loose. Mais c'est vraiment vrai. Parce que je vois mes parents, encore une fois, ils n'avaient absolument pas prévu de rester en France initialement. Papa était venu pour faire ses études. Il s'est marié avec maman. Donc maman a épousé un étudiant. Dur, hein, elle a pris le risque quand même d'épouser un étudiant. Elle est venue sûr. en France avec lui. Elle aussi était institutrice. Et donc, bon, elle avait quand même tout ce... Ils n'avaient pas prévu de rester. Et c'est quand ils ont eu mon grand frère et que lui s'est épanoui, on va dire, qu'il a commencé à aller à la crèche, ils se sont dit, on ne va pas le casser dans cette construction sociale qu'il a commencé à avoir. Et donc, ils ont pris le choix. Et ils sont restés, ils se sont fait tout seuls. C'est vrai qu'ils venaient de très bonnes familles en Tunisie. Arrivés ici, ils repartaient de rien. C'est-à-dire qu'ils se sont construits tout seuls. Il fallait finalement tout refaire. Et ce côté familial, même là-bas, quand on rentre, etc., mais ils ne viennent pas n'importe où. Donc, faut aussi faire valoir une certaine... Tu dois donner le change, tu dois raconter. Montrer que ça va aussi. Et c'est vrai que ça a fait partie... moi, je sais que c'est un truc qui me reste encore parfois, de
même quand ça va pas, tout va bien. Mhm. Après, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Pour le moment, ça m'a plus servi que desservi parce que finalement, je passe au-dessus de tout ça. Mais c'est vrai que des fois, je voyais que c'était différent quand même entre la vie qu'on pouvait mener là-bas et la vie qu'on pouvait avoir ici. Donc, quand on partait en vacances l'été, qu'on faisait des cadeaux aux cousins, cousines, etc., etc., c'était différent. Bien sûr. Et je trouve ça beau, en fait, aussi, parce qu'il y a un amour profond aussi dans ce partage et dans tout ça. Et moi, aujourd'hui, je pense que même en tant qu'entrepreneur, etc., ça m'a beaucoup servi de connaître tout ça, quoi. Ouais, Et cette force de mes j'en parle parents, comme de ça, de la mythologie familiale. Et quand je dis mythologie, parce que dans la mythologie, il y a des héros et des princesses. Et c'est ça dans ta famille, en fait. C'est des gens qui représentent ces héros et qui te guident, bien sûr. qui te disent que tu vaux quelque chose. C'est une chance. Et puis, franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir une mère comme la mienne, pour le coup. C'est joli, ça. Non, vraiment. C'est ça qu'il va falloir mettre dans le trailer. Oui. Non, mais en plus, On c'est va lui bientôt la envoyer. fête des mères. Non, mais je sais pas. Mais C'est bientôt la fête des non, mères. Dans un honnêtement, mois. parce que d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui croit en toi depuis toujours, et même quand ça va pas, on croit toujours en toi, bah, je trouve ça génial. Mm. Et tout le monde n'a pas cette chance-là, et ça, j'en suis bien convaincu. Donc merci, maman. Toi, du coup, tu as quand même bien été autour du monde du sport, toujours maintenant. Mhm. J'ai l'impression que dans le monde hors entrepreneuriat, c'est les sportifs qui sont le plus similaires, en tout cas dans le cheminement de pensée, dans potentiellement la prise de risque, l'entraînement, la charge de travail, etc., par rapport aux entrepreneurs. Vous êtes d'accord? Écoute, Ilias, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te laisser. C'est vrai, tu veux que je prenne le. Ouais, D'accord, parce je que- prends le lead là-dessus. Alors. Le plus, je vais même pas les comparer à d'autres comme les artistes ou les musiciens ou des choses comme ça, parce que ça requiert aussi un tout petit peu de ça. Ouais. Mais là où ça résonne particulièrement en 2025, c'est que c'est une nécessité de marier les deux mondes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un athlète, oui, de la discipline, oui, se présenter chaque jour et s'améliorer chaque jour, etc., etc. Mais l'athlète ne peut plus rester qu'athlète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça devient une marque, ça devient une source de contenu. Et donc, qui dit contenu et marque, dit revenu potentiel. Or, le gros écueil de la vie d'un athlète, c'est que, elle n'est pas longue, et il n'y a que 0,01% qui vont gagner leur vie de façon satisfaisante. Donc aujourd'hui, n'importe quel athlète doit être un entrepreneur, qui doit comprendre la valeur de ce qu'il fait, au-delà de l'aspect technique de ce qu'il fait. Si c'est un combattant, c'est bien, tu as un bon direct, un bon crochet, mais ça, il y en a 10 000 qui ont des bons directs et des bons crochets. C'est quoi ton histoire? Est-ce que tu sais la raconter? Et donc pour moi, les athlètes, ils se rapprochent, mais c'est aussi aujourd'hui, ils sont contraints de franchir cette ligne. Ils s'appuyaient sur un modèle de promotion, de management externalisé. On connaît cette histoire, elle est dans tous les films. Ils se faisaient arnaquer, généralement en fin de carrière. Ils se retournaient, ils disaient, au fait, on a gagné combien pendant 15 ans et il n'y avait plus rien dans la caisse. Alors. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité pour la première fois, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent faire des contenus avec n'importe quel téléphone, tu fais du bon contenu. CapCut, ton cousin, il te fait les montages, ou ton petit frère, si j'ai bien compris. Et tu fais tes contenus, et ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que tu changes le paradigme sportif. Le paradigme sportif, c'était le manager ou le promoteur qui encaissait le chèque et qui payait l'athlète comme salarié quelque part. Si aujourd'hui, c'est l'athlète qui est au centre de l'équation, il collecte l'argent du sponsor, de tout ça, et lui décide combien il paye son promoteur, et à la fin du mois, il sait combien il y avait dans la caisse. Et ça, pour moi, ça va révolutionner le monde du sport. Et on le voit, il y a des gens un peu clowns qui le font, comme Jake Paul, qui le fait, qui est un influenceur, mais qui a complètement bouleversé le modèle économique de la boxe. Il a simplement montré à tous les boxeurs qu'en étant un bon provider de contenu, tu vas avoir des bons matchmaking, tu vas avoir des bons combats, tu vas avoir des bons deals avec Netflix, tu vas avoir des bons sponsoring. Il a montré ça à grande échelle. C'est du cirque. Mais par contre, tu peux le faire en décliné de façon avec un meilleur niveau athlétique et sportif, tout en faisant du storytelling. Ouais. Comme McGregor, il avait beaucoup amené ça au début. McGregor, il a amené en MMA. Et alors, ce qui est le point commun de tout ça, c'est que finalement, aujourd'hui, une boîte et un sportif, c'est 50% de storytelling. Ouais. Parce que tu vois, quand nous, on a dû lever ou qu'on a dû... Là, on essaie de vendre Sermo et ça va être vendu. Il y a 50%, c'est le compte de résultat.
Mais c'est pas les 50% qui font que les investisseurs en face, ils vont craquer pour le truc. Tu vois, c'est le storytelling qui vont les faire Oui, craquer. bien sûr. Oui, ils investissent sur l'équipe, sur l'histoire, sur tout ça. Ouais. Et sur comment ton histoire s'intègre dans la grande histoire de l'humanité, ce que tu apportes en tant que boîte. Et un sportif, comme tu disais, si tu avais juste l'information Conor McGregor irlandais MMA, c'est pas assez pour vendre le truc. Il faut que le mec soit haut en couleur, complètement timbré, qu'il investisse dans le whisky, qu'il soit dans des scandales, qu'il jette un truc dans un bus. Ouais. Ça fait partie de l'histoire, tu vois. Ouais. Et donc, le storytelling aujourd'hui, il y a d'excellentes équipes qui ont des super produits. Il n'y a personne qui sait exprimer ce produit, en fait, dans l'équipe. Moi, j'ai vu des génies. Je me dis, mais mec, t'as fait ça. Il faut juste que tu le pimpes un peu, tu vois. Coup de com'. Ouais. Donc, je sais pas. Ça, c'est ce que je vois en commun. Mais Ilias, toi, je sais pas, le sport, les sportifs, les athlètes et l'entrepreneuriat. Mais en fait, moi, je n'ai pas cette... En réalité, je connais des athlètes. En plus, je connais même plus le côté manager. Mais j'ai pas cette profondeur, Cette compréhension cette compréhension, parce que j'ai pas eu cette discussion et donc je n'aurais pas la prétention de parler sur ça. Il y a une vraie problématique de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on perçoit sur les athlètes. On se dit, waouh, le gars, il est au Camp Nou, il fait ci, il fait ça. Là, il y a un ancien du Barça là, qui est vendeur chez Decathlon. Vous avez vu passer la photo là? Oui. Jérémy Mathieu. C'est ça. Genre, ce gars-là, je connais le quartier parce que je suis de Barcelone, mais il amenait ses enfants au lycée le plus prestigieux de Barcelone, il était au Barça et il est vendeur chez Decathlon. Et respect, hein, et apparemment c'est un choix et j'espère pour lui que c'est un choix. En fait. C'est resté un truc J'espère comme pour quoi lui c'est un choix et qu'il a un projet personnel. Mais il y a aussi des histoires comme ça où les gars, tu t'es dit, mais attends, comment tu as pu être sur la voie lactée comme ça de la célébrité? Bien sûr. Et puis d'un seul coup, ça correspond pas du tout à ton lifestyle. Il y a un truc qui a pas marché en route. Donc clairement, il y a un problème avec la trésorerie des athlètes. Après, il y a aussi un gros point noir qui est, dans le sport et comme dans tous, mais on parlait tout à l'heure des films, c'est qu'il y a des escrocs et à toute échelle. Donc, quand ils prennent un jeune qui a aucune connaissance, malheureusement, ses parents ne le suivent pas non plus, dans le sens où ils n'ont pas la compétence de pouvoir le suivre, etc. C'est des petites brebis. C'est ça. Qui sont faciles. Non, mais c'est vrai, c'est des ça. petites brebis qui sont faciles à diriger. Enfin, du moins, à emmener là où on veut emmener. Mais tu mets le doigt sur ce problème, c'est-à-dire que si la figure du manager et du promoteur, elle reste aussi prépondérante, alors qu'en fait, il a du vent, parce que la promotion aujourd'hui, c'est, comme tu l'as dit, depuis 2008, c'est un réseau social. Bien sûr. Tu peux faire ta propre promotion, tu as ton propre canal de distribution de contenu. Lui, qu'est-ce qu'il a? Un carnet d'adresses. Ça va. Et d'ailleurs, depuis peu, et ça, c'est un pote qui me racontait ça, la famille Mbappé a changé aussi un peu ce modèle et a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui gèrent eux-mêmes. Et d'ailleurs, les managers, c'est pas managers depuis tout à l'heure. Les agents, merci, je cherchais le mot. Et c'est un de mes potes agents qui me disait ça. Ils traitent beaucoup plus avec les parents. Et d'ailleurs, il a même tendance à préférer traiter avec les parents parce qu'il y a deux choses qu'il me disait. Il me disait, quand je traite avec les parents, je rencontre les parents, je sais tout de suite quel va être le type d'enfant que je vais avoir en face de moi. C'est vrai. Et en fait, il y a des parents, des fois, ils se disent, en réalité, quand je vois les parents, je veux même pas y aller. Je veux même pas y aller parce que je sais comment ça va être. Peut-être qu'ils se trompent et on ne sait pas ce qu'il en est, mais il me dit dans 90% des cas, c'est... Voilà. Et donc peut-être aussi, effectivement, de mettre les parents un peu au centre, il y a un enjeu. C'est vrai, c'est ce que font pas les investisseurs. Ils vont pas voir les parents des founders. Non, moi je suis pas trop d'accord, mais... De quoi? Je suis pas sûr que quand tu vois les parents, tu as le profil de l'enfant. Non, mais tu as l'environnement. On parlait de cet environnement tout à l'heure. Je pense que... Je vais pas citer de nom, mais il y a des stars du football actuel où l'environnement, il est pas bon. C'est-à-dire que tu peux te poser la question, il y en a d'autres que je vais pas nommer, et la longévité va être un problème parce qu'il n'y a pas assez de... Tu vois, le socle, il n'est pas assez solide, les fondations, elles sont pas assez solides, ça va s'enflammer un peu trop vite. Mais après, ça peut ne rien vouloir dire. Tu peux avoir un enfant qui est extra et qui vient pas forcément... Et à contrario, tu peux avoir une éducation formidable et un enfant qui va être... Mais juste, ça te donne des éléments en plus. Je veux dire, sur des valeurs. On ne parle même pas d'éducation, juste sur des valeurs, en fait. Moi, et si tu partages ces valeurs-là... Arthur, sur le rapprochement des athlètes et des entrepreneurs. Toi, la façon dont tu vois les parallèles je sais pas, dans la manière de penser, j'ai l'impression, où ça va être faire quelque chose, pas potentiellement prendre des risques, c'est pas la même manière, mais vouloir faire quelque chose. On parlait du grit tout à l'heure au début. Ouais. Vouloir faire quelque chose, y mettre beaucoup d'énergie, être optimiste sur ce que ça va donner, etc. Et
sur la manière de gérer la carrière, l'entourage et tout ça, je trouve que c'est très similaire comme approche. Dans le sens où potentiellement, quand un entrepreneur il va se lancer, il va avoir l'entourage qui va pas comprendre, il va avoir l'entourage ado et lui, il va y croire plus que tout le monde. Pareil pour les sportifs. Un sportif, mais comme tu as dit tout à l'heure, il va avoir peut-être 1%, même pas, qui va performer et qui va gagner sa vie de ça. Mais il va quand même y aller parce que il faut tenter, il y croit, etc. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec les entrepreneurs. Je suis d'accord. Et je trouve qu'il y a aussi la notion d'optimisation. C'est-à-dire que quand tu es dans le corporate, tu as un job 9 to 5, tu y retournes, et tu as une sorte de ce qu'ils appellent un diminishing return. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu deviens un asset, mais de moins en moins performant finalement parce que tu n'es pas motivé par le truc. Quand tu es entrepreneur ou quand tu es athlète, tu finis ton entraînement, tu te rappelles que des trucs qui n'ont pas marché. Ouais. Et le lendemain, tu te dis, OK, il faut que je travaille mon grappling, il faut que je travaille mon crochet du gauche, il faut que je travaille mon coup franc, mon pied gauche. Et l'entrepreneur, il voit que les trucs qui ne marchent pas. On est bien d'accord. On est très rarement en train de se dire, putain, c'était génial, aujourd'hui, 20% de mes deals ont converti ou 10%. On est sur les 80 qui n'ont pas converti. On peut en avoir signé 4. Celui qui n'a pas été signé, c'est celui-ci qu'on va retenir. Voilà. Et ça, je le vois vraiment comme un point commun. C'est-à-dire que le gars qui retourne à l'entraînement le lendemain, il a pensé à tous ses échecs de la veille. Quand tu vas au taf, je mets au défi n'importe quelle personne qui a un boulot corporate depuis longtemps d'avoir cette mentalité-là en se disant ma réunion d'hier, elle était bidon, je vais la faire mieux demain, ou mes PowerPoint, ils vont être mieux. Je caricature un peu, mais c'est vrai. Là, il y a tu vois, cette recherche de l'optimisation et se focaliser sur une zone d'amélioration de toi-même, etc. Ouais, ça, je le vois vraiment comme un parallèle. Il n'y a pas un aspect passion avec tout ça aussi. Parce que je voulais rebondir aussi sur un domaine où moi, j'aime cuisiner en off. Hein. J'ai une passion, j'adore cuisiner et tout. C'est un truc que je kiffe bien. Et je vois la différence qu'il y avait entre l'époque et aujourd'hui. Enfin, j'avais lu un article là-dessus où Bocuse avait fait énormément sur tout ça, sur les chefs qui aujourd'hui étaient au centre de leur restaurant, qui avant c'était des investisseurs qui venaient investir sur un chef et qui disaient bon, toi, t'es en cuisine et c'est moi qui gère la cuisine. Là où les chefs cuistots aujourd'hui sont eux au centre du sujet et c'est eux qui emploient, c'est eux qui développent. Moi, dans ma ville d'Orléans, il y en a un qui est super et qui est connu maintenant partout, mais j'ai appris qu'il avait un élevage de bœuf wagyu, il a un château, il a un hôtel, il a une ferme. Mais je trouve ça incroyable, toute la diversité de l'entrepreneur et des entrepreneurs que c'est derrière juste les chefs cuisiniers qu'on pourrait dire que c'est. Je pense que la dynamique, c'est la même partout. C'est cet empowerment. Il faut juste que les gens le saisissent, en fait. Là, tu parles des chefs, ils ont pris conscience. En plus, on parle d'un truc qui est ultra Instagrammable. Oui. Tu vois, la cuisine, c'est difficile à battre quand même, hein, parce qu'un entraînement de MMA, au bout de 2 jours, t'en as marre du feed de voir les mêmes trucs, tu vois. Mais en cuisine, tu peux éblouir. Tu peux éblouir. Donc, cette prise de conscience que chacun est un créateur de contenu, une brand, et qu'à partir de là, tu génères des revenus avec tes clients, mais tu as peut-être des investisseurs qui veulent rentrer, mais c'est toi la force de proposition, en fait. Et c'est en train de se passer à plein de niveaux. Finalement, des anciens du corporate montent des business parce qu'ils ont pris conscience de ça. Et même LinkedIn, de tous les réseaux. Moi, je l'ai connu LinkedIn noir et blanc, tu vois, à l'époque où personne ne se mettait en avant. Enfin, c'était pas ça. Là, c'est la culture du branding, la homepage, la bannière, tout ça, ça n'existait pas il y a 10 ans. Hein. Donc, ça veut dire que même les gens du corporate font du branding, souvent avec des aspirations privées, hein, pas pour le nom de leur boîte, soyons clairs. Hein, ils font ça pour se faire repérer, pour pouvoir être ensuite recrutés. Mais donc, je pense que petit à petit, tous les domaines arrivent dans cette logique-là où avant, il y avait des financiers qui finançaient des envies et des passions auprès de gens, puis c'était interchangeable. Quand celui-là, il était un peu usé, on le jetait, on en prenait un autre. Et là, finalement, chacun peut prendre un peu le contrôle de sa vie, et on en revient à s'il est à l'aise avec le risque. Ouais, c'est ça. Oui. Puis c'est plus intéressant aussi, je trouve, parce que ça décloisonne un peu ce que fait la personne, et qu'une personne, au final, elle fait un projet aujourd'hui, mais dans 5 ans, elle va faire un autre, potentiellement dans 15 ans, elle va faire un autre, et au final, tu suis la personne pour son voyage, et pas tant pour son service en lui-même. Exactement. Et alors, j'ai été surpris de découvrir que dans l'équivalent de la sécurité sociale en Angleterre, qui est le NHS, le service de santé public, il y a une formation, là, dans 2 semaines, de médecins créateurs. Ils les mettent dans un studio comme ça. Ils leur apprennent à utiliser ce genre de matériel, à faire de l'édition, pour faire du contenu, parce qu'il y a une telle prolifération de mensonges sur l'aspect médical, sur les réseaux, qui veulent contrer ça en formant les médecins à être des créateurs. Finalement, le médecin sort de sa clinique, se met en première ligne et va pouvoir communiquer sur son approche de la médecine. C'est totalement révolutionnaire. Donc tu te dis, même ça,
comme tu vois des mécaniciens qui font ça, comme tu vois des mecs du BTP qui font ça, tu vois des visages qui arrivent à sortir de leur secteur, des piscinistes. Et ça, je crois vraiment à ça. Et moi, je suis fasciné par ça. Le fait de saisir les outils qu'on a à notre disposition et de devenir un broadcaster et trouver ta communauté, les dématérialiser. Tu la connais pas au début. Et d'un seul coup, à Orléans, tu as un fan. À Lyon, tu en as un autre. À Papette, tu en as un autre. C'est génial. Mais typiquement, les jardiniers, moi, j'adore. Enfin, c'est hyper satisfaisant. Ou les piscines qui nettoient. Et ils le font gratuitement. Hein. Ils vont chez le client, ils disent tiens, je te prends ton jardin. Contenu, je te le fais. Et ils mangent avec le contenu. Mais de malade. Et en vrai, c'est trop cool. Enfin, je trouve que les mecs, ils ont réussi. J'ai vu quelqu'un qui parlait de l'infinité du besoin de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il analysait l'être humain et il dit en fait, il dit pourquoi vous rachetez des médias et des créateurs de contenu à ce prix-là. Et il dit mais parce qu'en fait, l'appétit, on est qu'à la surface de l'appétit des gens dans le contenu. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on est arrivé à la fin, qu'on a tout vu, tout. Et en fait, il y a toujours un truc nouveau auquel on ne pensait pas. Comme tu dis, un gars qui a un truc pour épouster dans les trucs, les étagères, et d'un seul coup, c'est une catégorie qui se développe sur TikTok et tout le monde le fait. Où il y a un trend, où il y a un machin. Donc, tout le monde est pourvoyeur de ça. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus de gens, justement, d'ancienne génération, parce que ça ouvre les yeux sur un truc, sur une réalité, tu vois. Des personnes âgées qui... Moi, si on avait eu mon grand-père, si on l'avait mis devant une caméra, il aurait eu 1 million de followers sur YouTube, tu vois. C'est pas possible, des gars comme ça. Mais c'est vrai que c'est dingue quand même. Mais il y a très peu. Il y a très peu, mais on les voit pas. Ils sont pas représentés aujourd'hui. Ouais. Justement, on était avec Papouze, comment il s'appelle ? Attends, mais je l'ai pas là. Il y a une personne de 90 ans qui est un artiste en fait. Passo. Qui est connu dans le monde artistique, mais pas du tout connu dans le monde mainstream. Et il veut s'ouvrir justement et il commence à faire des vidéos, il commence à faire des choses comme ça. Ouais, moi, je trouve ça fascinant. Ils ont des trucs... Parce qu'il veut faire partager aux jeunes. Enfin, c'est un mec qui vendait qui vend toujours des œuvres. Il y a des tableaux au musée, qui a exposé dans les plus grandes galeries d'art. Et ce mec-là n'est pas connu du grand public. Et surtout, ils ont des doses de réalisme et de réalité dans leurs histoires. C'est qu'ils ne sont pas dans la posture. Ouais. Ces gens qui parlent, ils te racontent leur vie. Point. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... J'étais au match du Barça où j'ai fait ça. Non, ils te racontent... Il y a un vécu. Non, mais il y a un vécu. Ouais. Et je trouve qu'il y a une humilité en plus de ça dans leur parcours à chaque fois. Ouais, bien sûr. Moi, les discussions les plus riches que j'ai eues, c'est pas dire que Père Castor raconte-moi une histoire, mais j'adore discuter avec des personnes qui sont vraiment bien plus âgées que moi parce que je trouve que finalement, la sagesse, je vais pas dire que c'est avec l'âge, mais il y a quelque chose, quoi. Et on apprend tellement. Tu sais, moi, je trouve que les outils changent. Tu vois, là, les caméras, la tech, le IA et tout ça. Mais finalement, en tant qu'humain, on vit un peu de la même manière. Hein, finalement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a 3 repas par jour. On se réunit socialement. On fait des choses. Ouais. Donc, il y a des tas de choses à apprendre de ces anciens qui n'avaient pas ces outils-là. Mais finalement, ils ont des notions du bien et du mal, de te guider dans tes pas, de l'ambition, le risque, la peur. Toutes ces valeurs-là, elles n'ont pas changé. Ouais. Le degré a changé, mais les valeurs sont là. Donc, d'écouter quelqu'un, ça va être assez binaire. Tu vas avoir un grand-père un peu plus conventionnel, un peu plus strict. Tu vas avoir un fou qui va te pousser. Mais c'est la même chose. Donc, si tu enlèves les outils et que tu ne les juges pas par rapport aux outils auxquels ils font référence, où ils te disaient, moi, je me baladais dans la rue avec mon compas et ma boussole, peu importe. Il se baladait dans les rues. Tu vois, il avait une vie, il était en train de vivre des choses. Si on arrive à se départir des outils, ils ont énormément de sagesse à partager. Ils et elles, hommes et femmes. Chose où, des fois, je me pose cette question-là où est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont jeunes quand même, parce que ça fait partie de notre époque où moi, j'ai toujours eu un ordi, j'ai toujours fait des choses sur l'ordinateur. Mais des fois, j'arrive à court de ce que j'ai à dire. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu assez de choses. J'ai l'impression peut-être que j'ai rien à dire à ce moment-là, quoi. Non, mais moi, déjà, tu en as conscience, premièrement. Deuxièmement, tu es toujours libre de... Moi, je disais, get out of the building. C'est tu sors. Tu sors de chez toi. Ça peut suffire. Hein. Tu sors de chez toi et tu vas faire... je pense que tu as compris tout de suite. Tu fais une rencontre impromptue. Tu as la curiosité et tu es prêt à investir du temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas envie d'investir du temps. Tu croises quelqu'un d'insolite, il t'intrigue, tu lui dis, il y a un truc qui m'intrigue, tu t'assois, tu discutes. Il vient de t'arriver un truc. Ça peut devenir une histoire. Et c'était pas fait pour être un contenu YouTube, tu vois, c'était juste pour ta propre vie à toi, quoi. Ça commence par le fait de
sortir de la cage, quoi, un petit peu éteindre tout ça. Tu parlais de... Ils n'avaient peut-être pas d'ordinateur. Moi, la dernière fois, j'ai fait une expérience. Peut-être je me prépare à mon futur. Il y avait une soirée déguisée dans une boîte de nuit à Barcelone pour les septuagénaires. Je suis rentré. Trop bien. J'ai voulu voir. Je me suis dit, mais attends, déjà, c'est rassurant. Tu vois, Incroyable. genre, il y a des soirées pour les septuagénaires. J'étais content. Donc, j'y vais. Mais, j'allais dire frère, mais par rapport aux boîtes de jeunes, mais alors là, c'était en mode apocalypse. Il n'y avait pas de lendemain. C'est-à-dire qu'ils se disaient, peut-être c'est ma dernière soirée. Donc, c'était la ça fête. dansait sur les tables. C'était mais complètement déjanté. Et au bout d'un moment, je me dis, un truc bizarre, mis à part l'âge moyen de la foule, il n'y avait pas un téléphone. Mais Ça, pas c'est bien, un ça. téléphone. C'est Ils dansaient, ils rigolaient, ils buvaient des coups, machin. Il n'y a personne qui faisait des selfies, il n'y a personne qui faisait des photos, il n'y a personne qui enregistrait. Il y avait juste de l'amusement collectif. Et c'est rafraîchissant, tu vois. Aujourd'hui, dans les boîtes, ils sont obligés d'écrire ça. Ça revient de plus en plus hein, C'est un dans peu des triste. boîtes où ils mettent des pastilles sur les les mais c'est gens plus dans les arrêtent, milieux quoi. techno, etc. Mais où ils mettent des pastilles sur les écrans caméra. pour justement éviter d'avoir des photos Ouais. dans la soirée et que les gens vivent vraiment le moment et ne soient plus là. Ouais, Je trouve ça dingue. je nous souhaite de protéger les moments. Tu vois, C'est vrai que c'est un effet un peu pervers quand on voit les concerts ou même il y a eu un gros scandale, une grosse actualité sur ça pendant le 14 juillet à Paris. Ah oui, j'avais vu la photo. Il y avait que des téléphones, personne ne regardait. Ah oui. C'est Sur quand même l'Arc de fou. Triomphe, ouais. Ouais. Ouais, il faut... Ça va être un travail de la génération qui vient, c'est de se sevrer un peu de tout ça, quoi. Après, à contrario, tu vois, toi tu dis j'ai le sentiment d'être arrivé parfois à bout de ce que j'allais dire, mais je trouve que c'est tellement un travail, ça je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, c'est tellement un travail de se mettre face à la caméra et de parler. Et je le redis encore une fois, parler en podcast comme ça, c'est hyper simple parce que finalement c'est une discussion qui suit un film, mais c'est une discussion. Se mettre face à la caméra et raconter sa vie ou un point, machin, déjà soit... Enfin, si t'aimes le côté C'est un peu vrai. esthétique, tu vas vouloir le refaire 3 fois parce que t'es pas super content de ce que t'as Mais sorti. toi, t'es pas comme ça, Elias. Non, absolument pas. Absolument pas. Bah, on a deux profils, il y en a un meilleur que l'autre, on le choisit. Non, non, mais il y a ça, et il y a le côté, bah, finalement, oui, j'ai plein de choses à dire, mais ce que je disais souvent à Arthur, je respecte tellement le mec qui se met devant la cam, et lui, il le fait souvent, où il va raconter, il va créer du contenu, là où moi, franchement, j'ai trop de mal. Et justement, là, il est en train de me pousser et de m'aider à aller vers ça, parce que je veux créer du contenu qui va être intéressant aussi. Parce qu'effectivement, j'ai du vécu sur plein de choses. Je suis encore jeune, mais j'ai quand même fait pas mal de choses qui peuvent être hyper intéressantes à partager. Et c'est vrai que j'ai du mal à les mettre. Écoute, moi, j'ai vu les premières vidéos de iShowSpeed, j'ai vu les premières vidéos Ah, de MrBeast. T'as vu ou pas? Ah, ça fait peur. Bah, non, au contraire. Moi, Mais je me c'est dis, bien. En Moi, je trouve repartant ça de ton trop bien, cortex, Oui. tout ce travail. C'est-à-dire Oui, bien qu'il sûr. n'y a personne qui est arrivé, qui a allumé sa caméra, qui a fait un bon contenu. Il n'y en a pas, il Oui, n'existe pas. clairement. Donc, en fait, c'est la pratique. Et tu vas, encore une fois, on reparle de l'athlète et de l'optimisation. Tu vas voir tes écueils. Tu vas dire, je parle trop vite, je répète trop le même mot. Je me rappelle d'une très bonne copine, je la salue, Imogène, qui a fait un podcast il y a très longtemps. Et elle a découvert un peu les travers du podcast. Il faut que tu fasses ta post-prod, il y a tout ça. Et la première fois qu'elle l'a fait, elle s'entendait dire of course, yes, sure. Et en fait, elle était obsédée par ce truc où elle abondait dans le sens de l'invité. Et en fait, au lieu de relancer, elle faisait ah yeah, ok. Et elle avait envie de jeter le truc par la fenêtre. Parce que les premières fois, tu sais pas comment relancer, tu sais pas comment rebondir, etc. Donc, on est tous des étudiants ceinture blanche, première dan. Les débuts sont nazes. Moi, pour la prospection, je faisais des vidéos. J'avais honte. Aujourd'hui, tu peux booster un peu le truc avec un peu d'animation et tout, mais des fois, tu te rates. Mais en tant qu'humain, c'est que la répétition. Il n'y a pas de truc où tu vas être ceinture noire day one. Quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un beau leitmotiv. On commence tous ceinture blanche et je vais essayer de penser comme ça dorénavant sur la création. Ça va t'aider parce que tu vas être libéré. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est trop conscient de soi-même, on peut pas être loose. Tu vois, que c'est comme en boxe taille ou si en boxe taille, tu réfléchis mécaniquement à tout ce que tu dois faire, bah, tu bloques, tu fais rien, tu es comme ça. Si tu arrives à être dans le relâchement et tu choisis ta respiration plutôt que la caméra ou plutôt que le mot que tu vas dire et ressentir les choses, tu vas te fluidifier devant la caméra. Et je pense que c'est ça qui fait que ça transmet ou pas. Quand on est rigide comme ça, je dis pas que moi je fais un très bon travail, ça fait longtemps que je me suis pas mis devant la caméra. T'es à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Mais je sais que quand j'ai fait des messages ou du loom ou des trucs de prospection, etc., bah, les premiers, c'était pas fameux. Sauf que tu es tenu par le temps, tu es obligé d'envoyer. Et après, tu te dis, bah ok, j'ai compris, ça c'était naze, je vais retravailler, je vais faire mieux.
Et Ilias, moi, je te trouve très à l'aise devant la caméra pour le coup. Bah, en vrai, je suis à l'aise devant la caméra. Non, je suis à l'aise devant la caméra, mais je parle vraiment du truc que tu vas partager, où tu vas dire c'est ma création de contenu et c'est la valeur que j'apporte. Mais c'est un truc que je vais travailler. De toute façon, j'ai un coach qui est là. On peut le forcer, ouais. C'est toi, ouais, t'as raison. Il n'y a pas d'autre méthode que ça, de retourner au charbon tous les jours. Et c'est ce que je compte faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on part à l'étranger, notamment. C'est pour faire un vrai focus ensemble sur nos projets pro, pour donner de la valeur à nos projets pro, mais aussi pour se donner de la valeur à un nous-mêmes. super duo, hein, parce que moi, j'ai quelques années que je repère des founders, je vais un peu sous toutes les latitudes. Et ouais, c'est un duo que vous devez protéger. Tous les deux. Vous allez passer par des moments, je vous le dis, hein, c'est pas que vous. Vous allez passer par des moments difficiles. Il y aura de la distension, il y aura des divergences de vues, etc. Mais vous avez vraiment des atouts dans vos vies personnelles, vos parcours et vos personnalités qui se complètent très bien. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Parce que ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait 3-4 mois. Et on s'est rencontrés, on a fait ça au feeling. Mais en fait, à la différence d'autres, et même de mes associés précédents, généralement, c'était des amis, des copains. Ça s'est bien passé, ça s'est pas mal passé, ça s'est bien passé, mais on s'est séparés parce que chacun avait sa vie, qu'on avait des ambitions différentes, des volontés différentes. Et je trouve que ça complexifie les choses, parce qu'il y a quelque chose de différent. Arthur, on s'est rencontrés parce qu'on bossait dans le même coworking. Et on s'est rencontrés parce qu'on bossait ensemble et que je le regardais bosser. Je disais, putain, mais c'est un tryharder, lui, c'est un truc de fou. Et de l'autre côté, il me voyait, moi, bosser sur des trucs. Et il se disait, mais comment il fait ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je lui ai pris un call. Je lui ai dit, hey, ce call-là, donne-le-moi. J'ai envie de en prospection. Moi, il m'en rendait fou. Il y avait des trucs où j'étais là, je m'arrachais les cheveux quand je m'entendais. Génial. Je lui ai dit, donne-moi ce call-là, je le prends. Et ça s'est fait. Et 10 jours après, il y avait déjà des prémices où on se disait, ouais, ce serait cool de faire un truc. On discutait beaucoup d'entrepreneuriat, du coup. Et tout. Et moi, j'étais associé, de base, j'étais maquillé avec quelqu'un d'autre. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs où, quand je serre la main et que je dis on y va ensemble, on y va ensemble. Et donc, cette autre personne-là, je la mettais avec moi sur tous les projets. Donc, Arthur, je lui avais dit, bah, si on fait un truc, il y a cette autre personne-là. Finalement, avec cette autre personne-là, on a décidé de partir sur 2 chemins différents. Il a des très bonnes capacités, etc. Et je pense qu'il y arrivera très, très bien. Mais on n'avait plus ces capacités pour faire ensemble. Et en fait, c'est arrivé à une période où, moi, honnêtement, j'avais justement envie d'aller vers Arthur aussi. Et Arthur m'a fait une proposition sans que je m'y attende, en réalité. Sans que je m'y attende. Il cache bien son jeu, Arthur. Hein il cache très bien son jeu. Ouais, non, ouais. Mais il m'a sorti un uppercut au bon moment, c'est-à-dire que j'étais pas prêt. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux, tu lâches tout et on fait ça ensemble. Et là, j'ai fait... Oui, je dis, si tu lâches tout, on fait 50-50, on y va ensemble. Il a dit, Au ok. moins, c'est clair, tu vois, il formule les choses de façon directe, simple. Mais vous êtes quasiment ma première histoire de coworking comme ça, tu vois, alors que le mythe du coworking, il fonctionne là-dessus. Après, c'est un coworking spécial parce que c'est un coworking qui est dans notre maison. On est dans c'est une ça, coloc c'est là où et tu es. le coworking est dans la maison. Ouais, parce que tu vois, ils ont vendu le coworking un peu comme ça, en fait, des pépinières d'entreprise où les gens, ils se parlent et ils fertilisent des trucs ensemble. Ce qui est totalement faux parce que je l'ai On est fait et j'ai d'accord. parlé avec personne. Parce que tout le monde a son casque Ouais. et Oui. chacun est dans sa bulle. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais jamais rencontré des gens qui, dans le contexte d'un coworking, avaient réussi à s'associer à travers En fait, c'est un Coworking co-living. coloc, en fait. Du coup, c'est plus le co-living. Donc, ça fait plus Qui la a peau pour amené sur co-living, le votre coworking. histoire. Mais ce que je reviens à dire au départ, donc quand il m'a fait cette proposition-là, il m'a dit prends le week-end pour réfléchir. Mais je lui ai tout de suite dit non, go. Let's do it. Parce que je savais que c'était Et OK. ça, c'était il y a 4 mois, alors c'était en début d'année. hein. Ouais, en tout Ouais, début c'est d'année. ça. Et, mais je reviens sur ça, c'est que de base, on n'allait pas en soirée ensemble, on n'allait pas boire des verres ensemble. Ça ne nous dérangeait pas de le faire quand il y avait la maison, les autres, les machins. Mais c'est vrai que c'était pas... À la limite, on allait au sport si on avait une team sport, on faisait du sport ensemble et tout. Mais je peux dire que c'était pas un pote, c'est un mec que j'apprécie. Mais c'était pas un ami... Enfin, je veux dire, de base, c'est un partenaire qui devient un ami. Mais c'est pas un ami qui devient un partenaire. Et je trouve que ça change totalement la donne, même dans la perception et dans la façon qu'on a de bosser ensemble. Et je trouve ça hyper C'est pour intéressant. ça que vous aviez réagi quand j'ai parlé de coloc. Ouais. Ouais, ça vous a rappelé un peu l'histoire. Bah exactement, ça. parce qu'au final, on était en coloc. Et pareil, moi, mes colocs, ça a on toujours était été très, des très amis. différents. Il n'y a aucun de nous qui avons quoi que ce soit en commun Ouais. dans les fondateurs. On est- C'est bien. Ouais. Ah oui, et dans la durée, ça a prouvé. C'était une arme assez impressionnante parce que si tu arrives à cohabiter comme ça avec des perspectives du monde un peu différentes, et nous en plus culturellement, parce que c'était danois, Ok. tu vois, donc on avait... Ah oui, mais Toi, t'es d'origine marocaine, du coup. Ouais, franco-marocaine et polonaise du côté de ma mère. Donc moi, Ok. moi, je suis un bouillon, si tu veux, mais qui n'avait rien à voir avec le monde scandinave où
tu es dans l'absence d'expression. Tu vois, À la tout est Méditerranée, c'est pas contenu, pareil, tout est, voilà, ouais. Moi, c'est très extraverti. Eux, c'était très introverti. Moi, je suis à l'aise avec le conflit, avec tu vois, les émotions un peu fortes. Et là-bas, c'est très mal vu. Tu vois, c'est un manque de politesse, etc. Donc, on ne se comprenait pas toujours. On a eu des confrontations un peu étranges. Étranges parce que moi, il n'y avait pas de retour, tu vois, de leur part. C'est le dialogue, il est un peu... Ouais, tu t'embrases comme ça, puis il n'y a rien qui revient. Et les gars, c'est comme s'ils étaient éteints. Quelqu'un avait débranché la batterie, ils sont tout blancs, ils parlent pas, tu sais pas quoi faire. C'est déstabilisant. Entre latins, tu te gueules dessus, tu claques une porte, tu vois. Ouais. Et là, c'est genre, c'est comme si la baudruche, elle se dégonfle. Et donc, tu apprends à naviguer dans ces eaux-là et tu dis, waouh, ok, gestion du conflit, ça va pas être facile. Ouais. Et finalement, on y arrivait, et finalement, c'est devenu une histoire de fou, de bras cassés, mais qui ont réussi des trucs. J'avais une question par rapport à ça, enfin, c'est une aparté, mais du coup, à partir de quel moment vous avez été rentable et ça a duré combien de temps? Parce que si en 2018 vous avez failli chuter, qu'est-ce qui a fait tout ça? Écoute, je suis désolé de revenir à ça pas aussi. Du tout, mais très simplement, il n'y avait pas d'autre modèle que celui de la rentabilité. On a bootstrappé. Donc à l'époque, il n'y avait même pas cette espèce d'imagerie de l'unicorne, de la licorne, où tu pouvais te faire financer jusqu'à ce que tu aies une certaine traction et tout ça. Uber, quoi, par exemple. Nous, c'était, on a des loyers, on a un peu de staff. Dans un mois, il faut que ça rentre. Donc, je me rappelle, on avait le call center pour recruter les médecins. Le premier truc qui est rentré le premier mois, c'était un truc pour FedEx, pour faire une étude au téléphone pour FedEx. C'était pas du tout dans le business plan. Ouais. Ah, il faut rentrer de l'argent. Donc, nous, il fallait que l'argent rentre pour qu'on paye Internet, on paye les employés et tout ça. Donc, ah oui, d'accord. Ok. Non, il n'y a pas eu de... On a eu un cash flow dès le 30e jour. Ok, ouais. Mais avant, est-ce qu'il y avait cette vision, les business angels, les fonds d'investissement, les banques, tout ça? Il y avait pas trop. Okay. En fait, il n'y avait qu'une source de financement dans ma génération, c'est le client. Des clients, ouais. C'est genre, OK, il y a des gens qui vont nous payer, ça s'appelle des clients. On va avoir de la trésorerie. Et voilà. Et d'ailleurs, on était sollicité, parce qu'à un moment, ça commençait à marcher fort, 2006, 2007. On était sollicité, mais c'était un écosystème qu'on ne connaissait même pas en tant que fondateur à l'époque. Tu vois, c'était les premiers entrepreneurs quelque part. Donc, ils nous tournaient autour, ils nous parlaient de trucs. On n'avait même pas le jargon de traction, de scalability, de machin, tu vois. Nous, on était là, genre, ouais, mais on était en pleine bourre, on faisait du 100% de croissance par an. Donc ça... Mais c'était genre, ouais, mais c'est pour nous. C'est notre délire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous dégager, tu vois. On ne parlait pas avec eux. Et vous étiez 3 associés. Ouais. Hein. Et de 2006 à 2011, 50 plus, on a rempilé en bootstrapping, mais sans même se poser la question. Et en fait, c'est des petites tensions entre deux des associés qui sont frères qui a fait qu'ils ont fait rentrer un investisseur. En fait, il y a un frère qui est sorti. Ça, tu parlais d'amitié et de famille, attention. Mise en garde de la famille, ouais. Donc il y a un frère qui est sorti, des investisseurs externes qui sont rentrés. Grosse injection de cash. À l'époque, le déploiement, c'était pas non plus un truc qu'on nous avait appris. Donc on a très mal déployé. J'ai ouvert un bureau à Tokyo dans l'immeuble de Google, tu vois, des trucs comme ça. N'importe quoi, tu vois. Mais vraiment, quand j'ai réfléchi. Donc on avait mais c'était pas pour avoir un sentiment d'appartenance plutôt, ça, finalement? C'était pour essayer de... Quand tu n'as jamais fait de VC, je crois que dans un de vos épisodes, ça parle de ça aussi un peu, c'est tu veux leur mettre de la poudre aux yeux parce que tu sais pas, tu crois que le succès, c'est leur montrer que tu es en train de déployer en AAA, tu vois. Genre New York, Manhattan, Tokyo, machin. Non, enfin, ce qu'ils veulent, lui, c'est que tu restes sur les fondamentaux du business et que tu ramènes du chiffre de façon efficiente, de préférence. Nous, on avait pris l'inverse, tu vois. On est parti sur vous avez vu la photo du nouveau bureau à Tokyo et tout, c'est trop bien. On a recruté l'ancien patron de Google et tout, génial. Je pense qu'eux, d'eux-mêmes, ils ont dû voir le truc en disant on va avoir un problème dans 24 mois. Là. Qu'est-ce qu'ils font Ça s'est vérifié. Ah ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Mais tu peux. T'es un first timer à chaque fois. On reparle de la ceinture blanche. C'est-à-dire que, évidemment, je ne referai pas cette erreur aujourd'hui, mais on savait pas comment il fallait faire. Justement, pour rebondir sur ça, moi, il y a un truc que j'aime bien parler dans les podcasts, c'est la partie sur la vision. Au départ, tu as dit que quand vous avez fondé ça, vous avez dit on va aller chercher 1 million de médecins. Ouais. Est-ce que la vision, elle n'a jamais bougé? Ou est-ce que ça a été quelque chose qui a fluctué? Vous avez un peu douté, des choses comme ça? Ce qui a fluctué, en fait, je te mens quand je dis on voulait aller chercher 1 million de médecins. On savait que la taille critique, ça allait être important, sauf que la définition de la taille critique, elle était évolutive. Donc quand tu as 0 médecin, 1000, c'était le premier chiffre, la première semaine. Tu vois. Et au gré de notre succès, ça devenait un chiffre plus gros. C'était 10 000, 100 000, 500 000, 1 million. L'idée, c'était taille critique. On savait qu'il fallait que ce soit un truc, quand tu le dis, ça en impose. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, si tu dis, tu peux pas être le 3e plus gros machin. The most machin. Tu vois, le plus gros, le plus ceci, le plus cela. Donc, en fait, on savait qu'on voulait un chiffre très gros.
Je pense que si tu te lances à 1 million la première semaine, tu te paralyses en fait devant le truc. C'est-à-dire que tu as fait 1000, donc si tu fais une pie chart, tu es à 0,0001% de ton objectif. C'est déprimant quand même. Donc tu te fixes des objectifs évolutifs, glissants, que tu augmentes régulièrement. Par contre, tu es exigeant, tu tombes pas dans le... Tu vois, nous, on était exponentiel, on voulait pas que ce soit 1000 et 1002 et 1350 et 1450. On avait cette exigence de... Il fallait que ça pique. Ouais. Faut être le plus gros, quoi. Ouais, il fallait que ce soit inconfortable. Il fallait que, si on avait trouvé une formule pour faire 1000, on n'avait jamais fait 3000 d'un coup. Donc, il fallait qu'on fasse 3000 pour voir comment on fait pour faire 3000. Et ensuite, 10 000. Comment on fait pour faire 10 000 ? Maintenant, on sait qu'en faisant ça, tu peux faire 3000. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et le tout, nous, en plus, on avait d'emblée, et ça, c'était un coup de génie, c'est un génie, mais sans le savoir, on a voulu le faire au niveau mondial d'emblée. Tu vois, là où, même aujourd'hui, un entrepreneur, il va faire Doctolib en France, tu vois. Ouais. Nous, on voulait l'Amérique latine, la Chine, le Japon, des galères. Tu recrutes pas les médecins de la même façon dans tous ces pays-là, tu vois. Déjà, rien que la barrière de la langue. Et ça, tu trouves à l'époque... En fait, Londres, à l'époque, c'était le terreau des call centers mondiaux. Ok. Donc, il y avait toutes les nationalités. Donc, nous, on avait c'était comme une auberge espagnole qui tournait 24-24. Les Japonais, ils arrivaient à 3h du matin. On faisait les shifts. Nous, en tant que fondateurs, on faisait... c'est comme si on gérait une auberge de jeunesse, quoi, tu vois. Les mecs, ils arrivaient, ils se mettaient devant les téléphones, ils appelaient. C'était complètement surréaliste. C'était la tour de Babel, tu vois. Tout depuis Londres. J'ai du mal à imaginer le truc, tu Ouais. vois. C'était fabuleux. Hein. Après, on était obligé d'établir des règles parce qu'il y a eu des bébés, il y a eu des couples qui se sont formés, tout ça. Tu vois, je veux dire, c'est quand même l'auberge espagnole, donc ça brasse des gens. Ce qui est drôle, c'est que tu crées des unions entre un Suédois et une Japonaise. Ils se croisent, tu vois, dans les shifts et tout ça. Mais c'était comme ça. Et quelque part, tu sais, c'est tellement basé sur le sens commun de l'époque. Là, maintenant, tu aurais tendance à réfléchir à ce problème de façon digitale. Tu te dirais, OK, alors je vais faire des AdWords, je vais faire de ci, je vais faire du SEO, je vais faire du... À l'époque, tu disais, bon, alors les mecs, ils arrivent à la clinique à telle heure, on a un téléphone, on a les pages jaunes, et on va les appeler. Ouais. Et c'est devenu un business, tu vois. Ce qui aujourd'hui doit être valorisé, je pense, à 300 millions. Là, on verra à 300 ou 500 millions. Mais... C'est dingue. Et tu vois, c'est aussi, je dis ça parce que la barrière à l'entrée, elle n'était pas si haute que ça. C'était juste de la persévérance, de la low-tech. Alors tu pourrais m'opposer, ouais, mais aujourd'hui, ça ne marcherait pas comme ça. Non, mais il y aurait une low-tech de maintenant, tu vois. Ouais. Tu n'es pas obligé de partir dans un truc qui est un LLM à toi que tu as formé. Oui, etc. bien sûr. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Tu parles de la vision de l'entreprise. Est-ce que ça... Toi, ta vision perso, elle était autre que ça ? Ouais. Moi, je voulais une aventure folle. Okay. Je voulais un truc qui paraissait infaisable. Je voulais me mettre... Moi, comme tout Français qui a fait ses études en France, je parlais mal anglais. Ouais. Donc, d'emblée, déjà, je voulais faire du business en anglais. Tu vois. Pour moi, un premier contrat en anglais, c'était déjà une victoire. Monter une boîte en anglais, c'était une victoire. Avoir des investisseurs anglophones, c'était une victoire. Donc, oui, ma vision à moi, c'était une autre ascension. Il y avait une ascension de la boîte et il y avait ma propre ascension qui était Pour te faire simple, je voulais me sentir comme un 4x4, quoi. Je voulais être capable de faire du business sous toutes les latitudes. On reparle de la reproduction familiale. C'est-à-dire que je sais que mon grand-père, il était dans le Mellah à Marrakech. Il est parti au Canada en passant par la France. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que nous, la branche suivante, on est plus faible, tout dilué, tout déshydraté, ou alors est-ce qu'on est capable de faire des trucs un peu pareils, tu vois ? Et donc, il y avait un petit peu ce défi-là, en fait, d'aller me mettre en danger. Ok. Et maintenant que tu as fait tout ça, c'est quoi ta vision aujourd'hui pour le futur ? De me mettre en danger. Ok. Ouais. Vivre des choses. Je continue je choisis différemment, mais pas forcément il y a plus de sécurité, j'ai des enfants, donc je fais un peu plus attention, mais je m'aventure dans des trucs, je vais n'importe quel démo day, n'importe quel truc de meet-up, n'importe quel truc, et j'écoute, et j'ai pas d'échelle, tu vois, je suis pas un VC qui a une thèse et qui travaille avec des formats et des templates moi je veux tel type de rentabilité, je veux pas me casser la figure, je veux pas donner de l'argent, je vais pas financer le MBA de quelqu'un, tu vois, qui va se lancer, faire de la street université avec moi. Mais par contre, accompagner quelqu'un pendant un petit moment sur des trucs même un peu moins rentables, ça me dérange pas. Et c'est quoi ? Et c'est intéressant comme question parce que du coup, tes investissements portent sur quoi ? Est-ce que c'est sur des entreprises à mission ? Pas ? Est-ce que c'est tourner
Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un espace, donc c'est un espace de marché avec il y a quand même une chronologie. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me proposer de vendre des Minitel en 2025, je vais lui dire non. Je ne sais même pas ce que c'est, je pense qu'un Minitel. Mais bon. Si, moi tu je sais le ce que vois c'est. encore. J'ai cru entendre. Une fois. Bref, donc il y a un aspect chronologie. C'est-à-dire qu'il faut quand même. Je me targue un peu d'être vivre avec mon temps, donc de comprendre les grandes tendances de la société dans laquelle on vit. Donc si quelqu'un vient avec un truc complètement anachronique, genre, je sais pas, je veux remettre à jour le cheval de trait pour aller de tel village à tel village, je vais lui dire non, tu vois, ça ne sera pas dans ma thèse. Par contre, si c'est assez dans l'air du temps, qu'il y a un tout petit blue ocean où c'est pas trop saturé, et que je sens l'aptitude de la personne dans sa façon d'articuler l'histoire, de s'entourer, d'y arriver, eh ben moi, je vais faire le bout de chemin avec cette personne, tu vois. Peu importe si c'est un truc qui va faire de 0 à 1 million ou de 0 à 1 milliard. Ouais. Alors, tu vas me dire, c'est mieux quand c'est 1 milliard, mais si c'est 1 milliard, c'est pas moi qui suis là le jour du pitch, tu vois. Ils sont avec d'autres. Et donc, aujourd'hui, mon petit portefeuille, il est composé d'histoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de l'économie circulaire, avec Give en France. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, Give. C'est une plateforme de dons. Ouais, c'est ça. Ouais. Plateforme de dons. Tu vois, alors Give, c'est un très bon exemple. Je salue Hakim, que j'adore, hein, le fondateur. Coup de cœur sur le fondateur. Il y a quelques années déjà, 7 ans, où, la vision, le besoin, ce que ça permet aux utilisateurs de faire, c'est récupérer des dons, etc. Mais d'emblée, les investisseurs et moi, on était là, mais c'est quoi le modèle de monétisation, tu vois ? Et 7 ans plus tard, il est en train d'être résolu. Mais je suis rentré dedans alors que tu vois pas comment tu fais. Si tu fais qu'une mission-based company, comment tu la monétises ? Tu vas décevoir ta communauté, tu vois, c'est compliqué. Donc, j'ai pas peur d'aller dans ces espaces-là. Santé féminine, Gen AI, sport par passion. Tu avais financé, il me semble, hein, si je dis une bêtise. Oui, voilà, les premiers. Ouais, on est avec un groupe de Angels, on était dans les premiers du financement d'Ares. Ouais. Ouais, quand le MMA a commencé, tout ça. C'est ça, dès que c'est devenu légal. Ouais. En France, ouais. Okay. Ça, tu vois, je parlais d'anachronisme. Dans toute l'histoire de l'humanité, quand quelque chose était illégal et devient légal, on le voit avec le CBD, on le voit avec la prohibition de l'alcool aux États-Unis. En principe, il y a un élan, tu vois. Ouais. Donc, rentrer à ce moment-là, ça paraît être une bonne idée. Et après, il y a tous les aspects irrationnels du sport qui font que c'est pas forcément une bonne idée. Mais sur le papier, tu vois, je me nourris quand même de quelques petits calculs un peu savants, mais oui. pas ceux d'un financier. Tu vois, je regarde même pas les projections financières. Ça veut rien dire. Quand tu prends un projet à son envol au début, s'il peut projeter à 6 mois, c'est bien déjà. Oui. 5 ans, il faut arrêter. Non, mais je suis d'accord. Franchement, ça, je comprends pas. Mais même le business, moi, je comprends pas. On peut mettre des objectifs, mais tu te foires sur un coup. Bon, en fait, je vais avoir mon objectif pour le mois d'après parce que j'ai peut-être pas pris tous les bons éléments tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que je comprends pas. En vrai, j'ai du mal à comprendre comment on peut se fixer sur des prévisions financières quand il n'y a pas vraiment de background avant. Je l'ai jamais fait. Moi, je suis encore un peu petit, tu vois, j'ai quelques assets, mais je continuerai de suivre mon instinct parce que j'ai eu de la chance. Il n'y a aucun des assets qui a cramé. J'ai appris énormément. J'ai des amitiés à vie avec certains de ses fondateurs et c'est enrichissant par ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que si je récupère ma mise, c'est très bien. Et t'es plutôt passif, actif dans tes... Non, alors plutôt passif à la base, mais quand tu as été entrepreneur, c'est magnétique. C'est-à-dire qu'entre entrepreneurs, de temps en temps, tu vas faire un lunch, tu vas faire un café et tu es sur des sujets de fond. Ouais. Tu ne peux pas t'empêcher de... C'est de la trésor, c'est du marketing, c'est du talent, c'est de la culture, c'est tous ces trucs, c'est tous les intangibles en fait. Parce que le business, c'est précisément pas tout ce qu'on t'apprend en business school, c'est tous les intangibles. Et donc, entre personnes qui ont des cicatrices de vétérans de guerre, tu peux en 30 minutes aller directement dans le dur et à ce moment-là, activer quelqu'un que tu connais, qui peut aider, qui peut injecter, qui peut faire quelque chose. Mais ma thèse, elle est totalement bancale. D'ailleurs, tous les gens qui ont voulu venir avec moi en me disant « Est-ce que je peux te suivre ?» Je dis « Non, je ne crois pas. » Sauf si tu es prêt à perdre tes investissements. Mais moi, je ne cherche pas des multiples extraordinaires. Je veux que ça me motive. De l'aventure, quoi, vraiment. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Moi, je suis un peu plus porté sur ça aussi. Ouais. Sur l'aventure ? Ouais. Bon, on arrive à la fin, parce qu'il est déjà 17h55. Oh. Non, mais on a commencé plus tard. Hein. On a commencé à 16h15. Hein. Oui, voilà. On pose toujours une question à la fin du podcast. Okay. Si tu verrais quelqu'un dans un podcast que tu n'as jamais vu ou qui serait intéressant à voir, tu proposerais qui ?
Alors moi, je connais pas du tout les gens en France. Donc ça vous obligerait à faire venir des gens d'ailleurs. Ou d'aller ailleurs. Moi, je vous proposerais... le premier investissement que j'ai fait, c'est dans quelqu'un qui s'appelle Soum, S-O-U-M. Soum, il est à Londres. Il a fait toute sa carrière chez Deloitte. Ok. Il a monté une boîte de sextoy connecté, dernière génération, meilleur latex du monde, etc. en 2017 ou 2016. Je l'ai rencontré à The Next Web à Amsterdam, qui est une conférence un peu genre Web Summit, tu vois, de tech. Lui et sa cofondatrice sont montés sur scène. Tous les VC, etc., sont partis parce que les VC, ils font pas de sextech, pour être clair. Ah ouais? Ah non, c'est une thèse, ils rentrent pas dans la sextech. Souvent, ils ont des family office et du coup, ça fait tâche, tu vois. Okay. Alors que j'ai étudié le secteur, mais Lilo, qui est le Apple du sextoy, c'est une boîte suédoise, c'est une boîte qui doit être valorisée à 1 milliard, tu vois. C'est un vrai truc, c'est un vrai business, tu vois, avec du marketing, avec des produits et tout. Et ils sont venus, c'était les meilleurs à pitcher sur scène, leur vision, leur truc, etc. Et j'étais rentré dans ce truc-là. Il a exploré le secteur dans son intégralité, il a tout essayé avec le puritanisme américain de faire des pubs pour des sextoys sur Facebook, c'était pas possible. Je sais pas si vous le saviez, mais moi je ne savais pas. Donc il s'est heurté c'est interdit comme... Okay. Même en Europe, je crois, non? Il s'est heurté, même en Europe. Il s'est heurté à un nombre de barrières structurelles. Et là où il m'a vraiment bluffé, c'est qu'il y a 2 ans, il a pivoté vers les medical devices. Donc comment on appelle ça en français, les medical devices? C'est les appareils... les appareils médicaux de santé. Et il a soumis toute la gamme de produits à des essais cliniques aux États-Unis. Et il a eu des approvals de la FDA pour des troubles de l'érection, pour des trucs de santé féminine, avec des plus grands urologues américains. Et avec les mêmes produits. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait un pivot, mais avec la même marque, il a repackagé tout. Maintenant, il a toute une littérature scientifique qui va avec. Et la traction, elle s'est démultipliée. Et là, donc il est passé de sex toys à... medical device. Ouais. Truc de fou. Et là, ils font 15 millions de pounds de chiffre d'affaires. Et ils sont en passe d'être acquis par un gros laboratoire, tu vois. Donc, pour moi, de tous les founders avec qui j'ai travaillé... Mais en fait, on va simplifier la vie. Mais bon, Soum, c'est un gars qui est incroyable parce qu'il s'est mis dans des situations compliquées. Il a été dans le marché du sextoy. Il n'y a pas que Lilo, tu vois. Il n'y a pas que les gars top of the shelf. Tu as des trucs quand même un peu chelous, tu vois, dans le secteur. Et ben, lui, tout Deloitte qu'il était, il n'a pas hésité à mouiller le maillot. Okay. Tu vois, on va en rester là. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Et par contre, non, mais Hakim de Give. Okay. Hakim de Give. Okay. Parce que problématique de l'économie circulaire, monétiser un truc qui a une mission sociale, il est à Bordeaux. Ok. Après, on n'est pas fermé à la France. Hein. On va s'ouvrir petit à petit de toute façon. Mais Soum, il a une histoire complètement folle. Et là, il est sur le point, il a été fait chevalier de je sais pas quoi en Angleterre. Enfin, le gars, il est vraiment brillant, quoi. Et Parce que du coup, ces produits-là, c'est eux qui les ont créés, montés. Tu mets le doigt sur la raison pour laquelle j'ai investi, en fait. C'est-à-dire qu'au début, je les ai trouvés bons. Je suis allé les voir à Londres. Ils m'ont montré leur product development roadmap, leur labo, les process, le ISO, quality, tout ça. Le design, ils ont gagné des design awards, des trucs très prestigieux, le Red Dot Award, qui est un des meilleurs prix de design. Je n'arrivais pas à y croire. Et moi, j'ai passé ma vie à être payé pour dire des mots. Je n'ai jamais vendu des produits physiques. Donc, j'étais fasciné, tu vois. Et j'ai dit, je rentre. Et après, je découvre qu'il y a l'ancien CEO de Durex. Le board, c'était du lourd. Du lourd. Des gars, j'ai rencontré dans le board des gens, mais ultra puissants, quoi. Et donc, ouais, c'est une société chouchoute. Et depuis, j'ai pas mal d'amis investisseurs de Londres qui sont rentrés dedans. Moi, j'ai eu la chance de voir la mutation, tu vois. Mais c'est hyper smart, en vrai, de réussir à un moment donné à dire, bon, je prends un virage à 90 degrés, avec la même chose, quoi. Mais c'est pour ça que le critère que, je crois que même dans vos podcasts précédents, les fondateurs, c'est-à-dire que les fondateurs, ça doit être des 4x4. C'est-à-dire qu'ils doivent être des transformers. Ils doivent être capables de... S'ils sont trop attachés à leur projet original, ils ne vont jamais faire ce choix-là. Ils ne vont jamais oser faire ce choix-là de tuer le truc qui leur a permis de lever la première fois. Et si tu le fais avec conviction, là, c'est vraiment un 360. Hein. Excuse-moi, la clientèle, c'est pas la même.
les investisseurs qui les regardent, parce qu'ils voulaient vendre à Lilo, en fait, à la base. Maintenant, ils parlent à des gros laboratoires pharmaceutiques, on ne peut plus sérieux, qui sont époustouflés par le fait qu'ils aient eu des FDA approval, des essais cliniques avec une telle rapidité, avec une telle précision, avec des médecins qui sont des key opinion leaders qui les endorsent, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, le truc le plus spectaculaire. Et ils ont eu des accès particuliers pour ça? Non. C'est juste de la détermination, de l'intelligence, de la vitesse d'exécution. Soum, quand il te dit un truc, tu retournes un mois plus tard, le mec, il a déjà implémenté, et moi, je suis encore en train de chercher quelqu'un qui pourrait l'aider, tu vois. Je fais, c'est bon, j'ai trouvé. Il me dit, non, c'est bon, on a réglé le truc, ça marche. Et donc, il a fait du B2C pendant longtemps, parce qu'il était coincé sur les réseaux sociaux. Et là, ils sont passés en B2B. Et en B2B, ça commence à avoir d'attraction. Enfin, vraiment, c'est un magicien, quoi. Et tous les gens qui viennent d'investir maintenant me disent, mais c'est Steve Jobs, en fait, Soum. Parce qu'il est product, mais il pense à un... Alors, peut-être l'école Deloitte, pour le coup, où son parcours, tu vois, il a su s'en éloigner, mais il a gardé des fondamentaux d'analyse et de compréhension du marché. Et pour te donner un exemple qui est quand même fou, il savait qu'avec la perspective que Trump soit réélu et que les droits de douane augmentent, il fabrique en Chine la plupart des trucs. Il avait fait une levée il y a 8 mois pour créer du stock, pour stocker aux US. Ah oui, il est trop chaud. Pas mal. Ah ouais, il est trop chaud. Il est chaud, ouais. Donc là, où même Apple ne l'a pas fait. Il a 1 an de trésor stocké aux US où il n'aura pas ce problème. Donc non, très bon. Ah ouais, très très chaud. Ok, bah écoute, on le contactera. Ouais, avec plaisir, je vous mettrai en contact. Où est-ce qu'on peut pousser les gens quelque part ou... Il n'y a pas des masses de trucs où vous pouvez pousser les gens à éteindre leur téléphone. non. Moi, je suis sur LinkedIn, en gros, parce que sur les autres réseaux, je ne m'affiche pas trop. Et voilà, Mister Malka, c'est mon handle sur LinkedIn. Mister Malka, M-A-L-K. Ok. Voilà. Et nous, on est présent sur Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Moi, en perso sur LinkedIn. Ilias bientôt sur LinkedIn aussi. Et en Tunisie, non aussi? En Tunisie, dès le week-end prochain. Super. Voilà. Merci les gars.